sœur, elle me faisait mes cheveux, j'étais limite en train de chialer. Alors, j'ai ce stress, mais il est assez vite rassuré parce que j'ai 5 clés USB avec moi toujours. C'est un peu random, tu sais, quand tu commences la soirée, il y a le barman qui est en train de nettoyer ses verres, puis t'es un peu là genre « Bonjour, je suis la DJ ». Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast MB Podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lalou, Axel Debon de son vrai prénom, DJ Hardstyle en Suisse, classé 857e au monde, 219e Europe et 4e en Suisse. T'as été regardé les stats. DJtop.com, exactement, j'ai été regardé. Elle se produit au MAD, à Globule, dans différents festivals en Suisse, comme le Sonic Festival qui va arriver, un gros festival art en Suisse. On va en parler tout à l'heure. Tu as eu également des expériences à l'étranger, notamment à l'Electro Beach Festival, où tu as fait un vlog. Oui. Donc là aussi l'idée de partager toujours ce que tu fais. Comment tu vas ? Bien, écoute, bien. Super, ouais. Plaisir de t'accueillir ici, c'est cool. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super avec grand plaisir. Il y a des gens qui te connaissent, d'autres qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui savent que je suis DJ, d'autres ne savent pas du tout que je suis DJ. Ouais. Je suis un DJ régional, à la différence de toi qui est plutôt déjà suisse, voire presque international, comme tu as eu des dates à l'étranger. Donc on va pouvoir discuter de ces différentes différences, justement. Et puis, raconte-nous un peu ton parcours de DJ. Ça fait 5 ans que tu mixes, à peu près. Ouais. Comment ça est arrivé là un peu ? Ouais, donc j'ai commencé à mixer, je pense que ça doit faire peut-être un peu plus de 5 ans maintenant. Ça m'est venu après mes folles années d'Uni à Lausanne, où je suis beaucoup plus sortie que ce que j'aurais dû. Voilà, exactement. Et puis, c'est un peu là que j'ai découvert... j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé sortir. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment intense. C'était tous les week-ends, jeudi, vendredi, samedi. Bon, avant, au MAD, il y avait encore Affinity. Alors voilà, au MAD, avant, il y avait quand même encore une line-up, une prog qui était agréable. Et puis, en fait, il y avait des soirées électro tous les samedis. Ouais. Ou une fois le vendredi, une fois le samedi. Enfin bref, c'était des gros artistes. Ouais, il y avait à chaque fois un guest. Des mois, il y avait Timmy Trumpet 5 fois par mois. Exactement. Des W&W. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et du coup, là, ça m'a permis de découvrir plein de DJ électro d'abord. Donc, c'était vraiment plutôt EDM. C'était aussi un peu plus la période 2016-2017, très EDM. Ouais. Donc, ça m'a... Enfin, c'était un peu les plus belles années de ma vie. Ok. Et après, mes potes ont commencé à sortir en soirée hardstyle. Donc, moi, j'écoutais pas du tout de hardstyle au début. Ok. Et en fait, c'est un peu comme ça. Du coup, je les ai suivis. On a commencé à faire des soirées hardstyle. J'ai adoré. J'ai trouvé ça incroyable, encore plus que le DM. Et puis voilà. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai l'impression que j'aime plus que... Enfin, au bout d'un moment, je me sentais un peu plus fan et je me disais mais il y a un truc à faire. Par rapport à tes potes, du coup. Ouais, je me disais mais c'est... Alors oui, tout le monde aime, mais là, je sens qu'il y a un truc en plus. Enfin, vraiment, genre, moi, je surkiffe ça, quoi. Ouais, il y avait un truc en plus. Et puis du coup, ça m'est venu l'idée d'être DJ. Je me suis dit, allez, ça peut être cool d'être de l'autre côté, en fait. De voir tu te rendais compte danser. Avant de tout ce qu'il y avait dans l'envers du décor d'un DJ ? Pas du tout. Okay. Non, vraiment. Enfin, moi, quand je repense à quand j'ai eu l'idée de mixer, je me suis juste dit, ça peut être marrant. Enfin, un délire. C'est cool, c'est stylé. J'aime trop la musique, donc pourquoi pas essayer. Mais j'étais à des années-lumière de m'imaginer ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est clair. Mais du coup, quand tu commences à mixer, on a tous... moi, j'ai commencé à 16 ans, du coup. Mais dans ma chambre, tu vois, t'as rien. T'es avec ton petit contrôleur encore Serato. Totalement. Et tu sais tout péter ce que tu fais. Tout ce que tu fais semble ouf avec le filtre que tu mets au maximum, tu vois. C'est quoi la première chose quand tu vois ces platines, tu te dis, ok, il y a beaucoup de boutons, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors ça m'est arrivé la première fois. En fait, moi, j'ai pris des cours de mix. Ouais. Donc, c'est la première fois que j'ai réellement vu des platines. C'était à mon premier cours où je suis arrivée. J'étais là, ok, waouh. Je me souviens que j'avais imprimé une photo d'une platine et une photo de la table de mix. Ouais. Et j'avais écrit pour chaque bouton ce que c'était. Ce que j'avais appris pendant le cours. Okay. J'ai mis le bouton Q, ça sert à ça, et ça fait ça. Le bouton play, nanana. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Je me suis dit, ok, ça c'est... C'est vrai qu'au début, c'est très impressionnant. Après, au final, quand tu commences à avoir l'habitude, tu te dis, easy. En fait, les platines, c'est les mêmes, les deux. Puis après, t'as les pistes pour
pour chaque platine. Et puis finalement, voilà, tu te rends compte que c'est pas si horrible que ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'à première vue, quand les gens voient les platines, ils se disent il y a tellement de boutons. C'est clair. Je pense comme dans un avion, quand on regarde grave. le poste de contrôle, on se dit waouh. Et en fait, ça va. Ouais. Mais oui, donc c'est un peu là que j'ai appris au début. J'ai pris quelques cours, et puis ensuite, je me suis acheté mon matériel. Comme tu dis, j'avais un vieux Newmark, un petit contrôleur de cette taille presque. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ok, c'est fou. Ouais. Moi, j'ai pris des cours aussi. Ouais, okay. J'ai pris des cours d'une semaine complet avec DJ Slides, c'est un DJ All Style. Ouais. Mais le All Style... pas comme tu le fais maintenant où tu mixes vraiment tous les trucs. Oui. En fait, moi, j'ai appris à loop. Ok, ouais. J'ai appris à mixer en faisant des loops tout le temps. Oui. Et à l'oreille. Ouais. Parce que moi, j'ai appris à mixer sur les 1000, en fait. Oui, tu avais encore les le CD et la clé USB et tu n'avais pas la wave dessus. Clairement. C'est ouf. Et après, c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais oui, en fait. Parce qu'en fait, quand tu passes après, c'est un peu comme... tu sais, tu as une voiture automatique avec une caméra de recul. Oui. Et genre, ta caméra de recul, elle te sauve la vie tout le temps, tu vois. Totalement. Mais si t'as jamais appris à faire ça... Si t'as jamais appris, c'est plus difficile, exact, clairement. Ouais. Moi, on me mettait les scotch sur le BPM quand j'apprenais à mixer. Ah, pour savoir à quel temps... Non, justement, pour pas voir... ok. Pour faire à l'oreille, justement. Ouais. Donc, on cachait les BPM. Mais c'est ça, hein. Aujourd'hui, c'est toujours la meilleure façon de... Quand t'arrives en club, c'est toujours cool parce que tu dis, bon... C'est les Nexus. Aujourd'hui, c'est facile. Ça va, c'est facile. Ouais. Mais les premières dates que tu faisais, parce que c'était pas autant réputé avant, il y a 3-4 ans. Même, non, clairement. Pas tous les clubs avaient des Nexus dans tout. Tu débarques et tu te dis, on va refaire l'ancienne. Ah, c'est clair. Puis il faut toujours s'adapter. Moi, je sais que y a eu des fois, au début, maintenant ça va, mais même encore, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. T'arrives, et puis en fait, c'est pas du tout des pionnières. Ah puis, ça m'est déjà arrivé. Ouais, alors moi, ça m'est arrivé pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Et puis, je me souviens qu'une fois, c'était au carnaval de Sainte-Croix. C'était au tout début, ça faisait même pas une année que je mixais. J'arrive et c'était une table de mix, mais en soi, même chose, mais ça m'a fait paniquer. Ouais. J'étais là, oh mon Dieu, c'est pas comme j'ai appris. Et puis, ça m'a fait hyper peur. T'as pas ce stress de quand tu mets ta clé USB, est-ce que les tracks vont load ? Alors, j'ai ce stress, mais il est assez vite rassuré parce que j'ai 5 clés USB avec moi toujours. Okay. Donc, en général, je me suis enlevé ce stress-là. Ouais, en effet. J'ai toujours beaucoup de clés USB. Donc, il y a eu ça. Et puis là, récemment, quand j'ai été mixée à Paris, j'ai gagné le contest de la Wolf City organisé par Ista. Et en fait, je suis arrivée, puis c'était une table de mix, maintenant je sais plus le nom, mais avec 6 ou 7 pistes. Wow. Enfin, vraiment. Et puis, il y avait 3 faders. Il y avait les basses, les medium basses, ou bien les medium high. C'est pour faire du hip-hop ou des trucs... pas du tout pour l'électro. Pas du tout pour l'électro. Et du coup, j'étais là en panique. J'appelle un de mes potes et je lui dis « Putain, je sais pas comment je vais faire. » Enfin, vraiment, la panique, quoi. Comme si j'étais débutante et que j'en avais aucune idée. Et puis, j'ai bien pensé que s'il y avait 4 potards, c'était pour qu'il y avait 2 médiums, mais j'étais pas sûre. Donc, je l'appelle, je lui dis « C'est quoi ces 4 potards ?» Puis il me dit « Tranquille, il y en a un que tu utilises presque pas. » Puis finalement, c'est comme d'habitude, mais c'est juste qu'il y a un potard en plus. Mais j'étais trop perturbée. Il m'a fallu 5 minutes pour me dire « Ok, ça, c'est ça. » Enfin, ouais. C'est toujours une petite source de stress. Pour dire, on utilise quand même souvent la même chose. Oui. Donc, le petit bouton en bas à droite pour les effets. Ouais. On choisit quel track on veut mettre. Oui. Et le écho à 1/2 pour créer l'effet que tout le monde fait. Ouais, exactement. Après, le reste... C'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu as l'habitude de mixer sur... moi, par exemple, à la maison, j'ai un contrôleur Pioneer XZ qui est super. Et du coup, comme j'ai l'habitude de m'entraîner là-dessus, je suis à l'aise pour faire des boucles, je suis à l'aise pour faire plein de choses. Et puis après, c'est vrai que des fois, quand tu arrives et que tu n'as pas un matériel qui ressemble à ce que tu as à la maison, tu es un peu perturbé. Moi, tout d'un coup, mon mix, il est un peu plus timide. Je me dis, j'ai trop peur de finalement pas appuyer sur le bon bouton. Exactement. C'est marrant que tu dises le mix un peu timide, parce que souvent, les gens, ils sont sûrs qu'on a tout préparé à l'avance, etc. Alors, je sais pas comment tu fais. Moi, j'ai un fil rouge, mais c'est souvent les gens qui vont décider un peu de ce qu'on va mettre. C'est ce feeling-là que tu vas ressentir. Et cette track, tu vas la mettre ou tu vas pas la mettre. Et peut-être qu'avec ton Pioneer, tu l'introduis comme ça, cette track. Exact. Parce que tu sais que ça se passe très bien comme ça, c'est facile. Mais avec l'autre, tu dis, on va peut-être juste caler les tempos. Exactement, c'est vraiment le mix tranquille, timide, pour pas faire d'erreur et puis pour... exactement, Des fois, c'est un peu dommage, parce qu'on devrait quand même y aller et puis c'est clair. Des erreurs, c'est pas très grave. Essayer, exactement. Mais... Et du coup, si on se revient à cette première séance de DJ, du coup, ce premier cours, t'as ressenti quoi après ce truc ? Ah, j'étais trop excitée, trop contente de... Enfin, j'avais envie de... comme je t'ai dit, vraiment, j'ai été très, très appliquée, quoi. J'ai imprimé les photos, j'étais là, non, c'était... Tu vois de la première track que t'as mixée ? Oui.
bien sûr. C'était alors la première transition sur laquelle j'ai bossé, puis j'ai bossé des heures dessus. C'était alors il y avait I Could Be the One de Avicii, avec le titre je sais plus, mais de Michael Calfan. Ça me dit rien comme ça. Attends, j'ai envie de la trouver. Michael Calfan. Bon alors du coup I Could Be the One de Avicii, c'est devenu genre ta track. Ah, je l'adore. Ouais. Puis ça me rappelle trop Resurrection. Ok. Ouais. De Michael Calfan. Voilà, ça c'était ma première transition que je me rappellerai toute ma vie. Alors, ça c'est toujours de ses premières. Hein. Et toi, c'est lesquelles? C'était Avicii, de Levels. Incroyable. Parce qu'en fait, c'était 1 minute d'extend, le Avicii de Levels. T'avais bien le temps de faire ta transition. T'avais le temps de faire ta transition. Et puis surtout, il y avait souvent dans les extends, t'as pas beaucoup de variations. Ouais. Et dans celle-là, d'après mon prof, et c'est vrai, après tu apprends derrière, c'est qu'il y avait vraiment des variations. Tu pouvais faire des inversions de basse. Ouais. T'avais une variation, une montée réelle de 1 minute. Et du coup, c'était vraiment bien pour apprendre. Et puis, c'était Remedy et Manuel In My Dreams. Incroyable. Ouais, ah, j'adore. C'est incroyable. Mais tu vois, c'était en 2016. Donc, Remedy Manuel, c'était les DJ avec Mike Candice. Ah, mais tellement. À ce moment-là, quoi. Ouais, donc, clairement. Fou. Mais ouais, ok. Donc, tu finis ce premier cours. Grand kiff. Ouais. T'avais booké combien de cours? Alors, je crois que j'avais pas booké à l'avance, mais on se disait, bon, ben, du coup, encore un. Puis je crois que j'en ai fait peut-être 6 ou 7, quelque chose comme ça. Après, je pense qu'au milieu, j'ai acheté le petit contrôleur que j'avais. Exact. Et puis après, les 6-7 cours, voilà, là, en général, quand tu as un peu la matière qu'on te donne, là, du coup, tu dois quand même assimiler, t'entraîner chez toi, télécharger les tracks, commencer un peu à installer Recordbox, acheter des clés USB, acheter ton casque. Donc, c'est un peu les premières étapes. Et ça, comment tu l'as... Vu que tu as le cours, maintenant, tu as compris le principe de mixer 2 tracks ensemble. Oui. Mais à quel moment tu te dis, OK, moi, j'aime faire ce style-là? D'abord, c'est très personnel, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu mixais? Alors, au début, c'était vraiment EDM. OK. Comme j'avais appris... c'était vraiment la période où j'écoutais plus d'EDM. OK. Donc, c'était vraiment EDM, Big Room, WW, tous ces trucs, Hardwell et ça. Et après, je dirais que je faisais beaucoup ce style-là. Et je pense que le hardstyle est arrivé un petit peu après. Ouais, 2017-2018. Ouais, exactement. Je pense que ça devait être 2017. Headhunters. Ouais, oui, exactement. Donc, c'est vrai que en fait, quand j'ai commencé à sortir en soirée hardstyle, c'est arrivé dans mes mix, du coup. Okay. Enfin, je téléchargeais du coup des tracks hardstyle. J'essayais de mixer un peu plus hard. Et puis, en fait, la transition, elle s'est fait très smooth. Mais mes premières dates, par contre, les 2 premières dates que j'ai fait, c'était EDM. Ok. Ouais. Et puis après, direct, ça a été une hardstyle. Ouais. Puis après, ça a été plus que des dates hardstyle. Ouais. Ok. Dans un récent podcast, tu as dit que c'était un des moments les plus stressants de ta vie, ces premières dates. Oui. Vraiment. Vraiment. C'était des gros stress, ouais. Ok. Ouais, vraiment des stress que j'avais jamais vraiment vécu. Ok. Parce que c'est des situations quand même spéciales. Il y a tout le monde qui te regarde. Tu fais un truc que t'es pas vraiment sûr de gérer au début. Donc moi, j'avais beaucoup de pression. Je me suis vraiment mis la pression. T'as été booké combien d'heures? 1 heure. Ok. Donc c'est un bon entraînement. Ouais, c'est vrai. Bon entraînement. C'était dans un pas si gros club à Crans-Montana. Ok. Il y avait toutes mes copines. Enfin, c'était trop cool. Ouais. Mais une pression folle, quoi. Ok. Parce que c'est vrai que la première fois, tu sais pas du tout. Tu sais rien en fait. Tu sais pas si tu seras seul derrière. Dans le DJ booth, s'il y aura que toi ou toi avec des gens. Comment est-ce que les gens y seront? Est-ce qu'ils vont te regarder? Est-ce qu'ils vont danser entre eux? C'est que de l'inconnu. Ah, c'est horrible. Ouais. Horrible. Donc c'est assez stressant. Oui, ouais. Je sais. Et puis ça a été stressant pendant longtemps quand même. Maintenant, j'ai l'impression que ça va mieux. Ah ouais? Que j'ai toujours du stress, mais il y a quand même parfois où j'arrive à me dire chill, j'ai confiance en ce que je fais, ça va aller. Ouais. Mais avant, c'était vraiment systématique. C'est horrible. C'était un stress systématique. Ah, et c'est dur. Oui, parce qu'en fait, t'arrives jamais à te sortir de ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un truc que tu kiffes, mais que ça te met dans un état horrible avant. Exact. Mais une fois que t'as pressé le bouton play, il y a tout qui change. Il y a tout qui s'enlève. Ouais. Ça, c'est fou. Tout qui s'enlève. Ouais. Et ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, faut juste les 10 dernières minutes. Exact. Calmer.
Mais une fois que tu es dans ton monde, c'est réglé. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Que ça fasse disparaître ton stress comme ça, c'est malade. Ouais. La sensation, elle est folle. Quand l'intro, elle passe, j'ai toujours ce stress. Ouais. Et quand après, tu as pris ton micro et tu es en haut, ok, c'est bon. Là, c'est ton truc. Et y a toi, tu prends le micro en plus. Moi, j'aime bien. Ouais, ça, c'est quand même un truc cool. Moi, j'ai un peu de peine avec ça. Mais après, moi, comme je suis un DJ régional, tu fais des girons. Oui. Tu fais... je bosse à Globule des fois. Ouais. Et puis, tu as des fêtes, petits festivals, et souvent, les gens là sont hyper motivés. Ah, mais trop. Et en fait, c'est le meilleur endroit pour prendre ton micro et prendre confiance sur le fait que ça va bien se passer. Et quand tu as un premier retour des gens... tu te dis, ok, c'est bon. Tu peux jouer avec, mais tu peux pas jouer avec. C'est incroyable. Et ça, c'est fou. Ouais. C'est vrai que c'est assez chouette. Ça, c'est un truc... je sais pas si un jour j'arriverai, mais c'est un truc que j'aimerais bien, parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Quand je vois les DJ qui prennent le micro, je suis toujours un peu en admiration. Je me dis, mais ce que tu arrives à transmettre. Enfin, je pars quand même sur le principe que moi, ce que je transmets, c'est plus visuel. Et je pense que j'arrive quand même assez à transmettre un peu ma joie de vivre en jouant. Mais c'est vrai que le micro, ça apporte un truc. Après, ça dépend aussi le style. Dans le hardstyle, vous avez souvent un MC. Oui, c'est vrai. Est là. Et clairement. Du coup, vous êtes vraiment dans la perf pure. Oui. Et dans l'EDM, quand tu prends des Dimitri Vegas et Like Mike, c'est presque trop. Tu sais, c'est presque trop. Alors là, eux c'est trop. Eux, c'est trop. Je suis d'accord. Mais il y a vraiment un entre-deux à faire. Typiquement, dans la tech, il n'y a quasi pas de micro. Jamais. Jamais Amélie. Il n'y a même pas de transition entre les DJ. Enfin, il n'y a personne qui dit merci. Il n'y a pas d'intro presque. Rien du tout. C'est vrai que c'est... Donc ça dépend des styles. Et finalement, le micro n'est pas nécessaire si on commence. Pas du tout. Et je pense que c'est totalement possible. D'ailleurs, je me rassure en me disant ça. Je ne prends pas le micro. Totalement possible de tout transmettre via ton expression corporelle et ce que tu dégages. Quoi. Exact. Mais après, c'est vrai que... j'adore voir les DJ qui arrivent et qui... Mais il faut savoir, hein. Enfin, faut quand même être animateur. Enfin, faut être... Puis il faut pas trop le prendre. Enfin, c'est quand même... Moi, je l'ai pris après 4 ans. Ouais, c'est quand même... Faut oser, hein. Moi, je me dis toujours, mon Dieu, si j'ai dit un truc, la honte et tout, c'est horrible. Enfin... il faut oser. Faut avoir ça dans la peau, je trouve. Après, moi, je l'ai pris dans un giron pour la première fois de ma vie. Donc... T'as 2000 personnes dans une cantine qui sont à fond. Tu sais, tu prends pas de risque. Mais c'est la première fois que tu le fais. Et du coup, t'arrives. Est-ce que ça va réagir? Je me souviens, mes parents avec mes amis proches, ils sont regardés, ils se sont dit, il a pris le micro. Il l'a fait. Il l'a fait. Et puis du coup, un de mes meilleurs potes, c'est un ancien résident du MAD, Menro, du coup, qui a eu la belle période Affinity. Et il disait, putain, moi j'ai récupéré toutes ces tracks. C'est lui qui a été un bon monteur pour moi. Et il m'a dit, oh purée, il a passé un step là. Il a pris le micro, il kiffe. C'est bon, il est sûr de lui. C'est ça. Trop. Et après, t'arrives à t'affirmer, c'est le mieux, tu vois. Ouais, vraiment. Mais du coup, t'as fait cette première date à Crans-Montana. Monstre stress. Oui. 1 heure à fond. Ouais. On dit toujours qu'un bon DJ, et j'y crois vraiment à cette phrase, c'est que peu importe si t'as 5 personnes ou 2000 personnes dans la salle, l'énergie que tu vas apporter à ton set, elle doit être la même. Oui. Et je pense que c'est ça qui se différencie des choses. Ouais, c'est vrai. Oui, ça, je suis trop d'accord parce que je pense qu'à n'importe quel niveau, on peut se retrouver un jour à mixer devant 2000 personnes et puis le lendemain à être à une soirée où il y a 10 personnes. Ouais. Et je pense que ça arrive même au meilleur. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est pas parce qu'il y a 10 personnes devant toi que tu dois faire la gueule et... Enfin, chaque date est une opportunité, une expérience à vivre. Donc, il faut vraiment être à 200% chaque fois que tu montes sur scène. C'est vraiment important, ça. Moi, c'est important. Ouais. Puis après, moi, je trouve personnellement que c'est... Enfin, chez moi, c'est naturel. Genre, moi, la musique, elle commence, ça m'ambiance, quoi. Donc, je peux pas rester là à être un peu timide. La musique me porte. T'as un style qui va avec aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est facile. Mais non, ça, je suis totalement d'accord. Ok. Ah, c'est fou. Pour moi, cette phrase est vraie à 100%. Totalement. Ouais. Et puis, du coup, ce Crans-Montana, après, c'était quoi la suite? Comment t'as... Parce que souvent, quand tu débutes, tu fais tes premières dates, donc t'es trop content. Oui. Tu te dis, je vais peut-être avoir une prochaine, mais je suis pas sûr. Ouais. Et c'était quoi l'intervalle entre ta première date et ta deuxième date, du coup?
Ça a duré longtemps, tu as pu te remettre dans le bain tout de suite? Je me rappelle plus très bien, mais il me semble que c'était... j'ai fait une en mars, ça c'était la toute première. Ok. Et je crois que la deuxième, elle est arrivée en peut-être mai. Ok. Un truc comme ça, dans le même club. Ouais. Ouais. Mais qui avait été booké déjà à l'avance ou bien? Non, pas booké à l'avance, non. Ouais. Donc j'ai remixé dans le même club peut-être 2 mois après. Et je crois qu'un mois plus tard, on m'a proposé ma première date Artstyle du coup. Ok. Donc non, ça a été assez rapide. C'était rapide, ouais. Ça a été du coup là, ça faisait tout péter 1 an que tu mixais. Ouais, exact. Okay. Ouais, c'est rapide. Hein. Oui, c'est ultra rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis mais... Enfin, c'est difficile parce que aujourd'hui, je dois quand même dealer avec certaines petites difficultés que j'ai, étant donné que je pense que j'ai eu un début de carrière justement rapide. Ouais. Aujourd'hui, quand j'ai moins de booking ou quand ça vient moins facilement, je comprends pas. Puis je me dis, c'est pas normal, je régresse. C'est hyper difficile. Ouais, c'est dur, ouais. Et je suis consciente que, des fois, j'arrive à me dire quand même que justement, j'ai eu beaucoup de choses rapidement et que du coup, ça m'a un peu mal habituée. Ouais. Et que du coup, des fois, je dois quand même... T'as eu un luxe, en fait, dès le départ, que ça tombe tout seul et c'est normal, en fait. Voilà, et puis en fait, du coup, t'es pas habitué à te dire c'est normal. En fait, t'as une autre normalité qui rentre dans ta logique. En théorie, tout le monde est censé vivre au début. J'ai un peu la même chose que toi parce que ma première date, c'était Globule. Ouais. Et en fait, j'ai fêté mes 18 ans le 4 août. Ouais. Et en fait, j'ai été booké à Globule dans une soirée étudiante avant mes 18 ans. Donc en fait, j'avais 18 ans lorsque je serais en club. Oui. Mais en juin, j'avais pas encore 18 ans quand j'allais. Et donc c'était une spéciale pour les 16 ans aussi. Mais c'était avec toute l'école de DJ. Donc on était 3 jeunes DJ, 4 je crois, pour toute la soirée. Incroyable. Ouais, donc c'est la date. Incroyable où tu as déjà tout le monde que tu connais. Tu vois, c'est fou. Ouais. Et c'est la date où tu te dis, ok, c'est incroyable ce que je vais vivre. Mais j'en ai aucune idée, tu vois. Ouais. C'est ta première date. En fait, tu saisis pas l'importance du truc. Enfin, pas autant que quelqu'un qui a vraiment commencé dans un bar avec 3 personnes et puis qui 2 ans plus tard a enfin sa date à Globule, là où il rêvait. Ou Mad, ou exactement. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est fou, donc, c'est qu'en fait, tu conscientises, mais après, tu dis, en fait, j'ai vraiment été propulsé comme ça dans le bain et en fait, on m'a rien demandé. C'est vraiment. Exact. Vas-y, on te met là et vas-y. Totalement, ouais vraiment. C'est fou, hein. Mais je comprends totalement ce côté où c'est galère quand t'as moins de dates de se dire mais est-ce que c'est normal, est-ce que... T'as quand même la peur que ça s'arrête. Exact. Moi j'ai toujours cette peur là, je me dis en fait, ça va s'arrêter, plus personne va m'écrire. Mais c'est pour ça que du coup je pense que dans tous mes sets, et je pense que les tiens c'est pareil, c'est que tu te dis que tu joues peut-être pour la dernière fois de ta vie. Alors non, je me dis pas forcément ça, mais je me dis je suis trop contente d'être là, je kiffe mon moment quoi. Mais je pense pas forcément que c'est la dernière fois parce que finalement, même si plus personne me book, je pense que je mixerai toujours. J'adore ça. Ouais, c'est sûr. Mais moi, c'est surtout je suis trop contente d'être là. Quand je vois les gens, je me dis, mais c'est dingue. C'est fou, ils sont là, ils sont avec toi, ils sont trop contents. Toi, t'es trop content. C'est sûr. Non, c'est que cette sensation de plaisir que tu as au mix, elle est folle. Mais c'est surtout le fait de se dire... Moi, j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Parce que j'étais hyper jeune par rapport à tous ceux qui étaient déjà dans le circuit. J'arrive, j'ai 18 ans ou 19 ans et les autres, ils ont déjà 22, 23, tu te sens 24, pas légitime. Pas du tout légitime. Et tu te dis, chaque fois que je suis booké, c'est la dernière fois qu'ils me bookent parce que je fais de la merde. Rien, je vois ce que tu veux dire. T'as un truc. Clairement. Et à la fin, j'avais toujours envie d'aller vers le gérant en disant, t'as passé une bonne soirée. C'était bien. Et j'ai toujours ce truc maintenant. Et tu le faisais? Non. Oui, j'avais demandé. T'avais vraiment demandé. J'ai demandé, ça a été. C'était bien. Et t'avais des bons retours, Mais tu sais jamais. Tu sais jamais. C'est sûr. Clairement. Fou. Donc là, première date Artstyle, comment tu l'as vu du coup cette date? Vu qu'en fait, tu changes complètement d'électro, big room, EDM. Totalement. Au Artstyle. Et puis, il faut aussi dire aux gens que la construction d'un set se fait pas de la même manière. Ouais, c'est sûr. L'énergie que tu vas y mettre est pas non plus la même chose. Comment tu switches du coup Alors, donc, comment j'ai switché de se dire, j'ai préparé 2 soirées électro. Et maintenant, on me demande de faire du hardstyle. Alors, ça n'a pas été trop... Ça, j'ai pas l'impression que ça a été difficile parce que dans mes entraînements, je mixais déjà électro, hardstyle. Enfin, j'essayais un peu déjà de mixer les 2 styles ensemble.
Mais après, c'est sûr que c'est des sons qui sont complètement différents. Ouais. Mais ça m'a pas trop perturbée parce que j'en avais plein. Enfin, je m'entraînais déjà avec ces sons-là. Donc finalement, ça a juste été d'enlever les sons électro puis de faire un set 100% hardstyle. Après, la manière de mixer, elle est pas si différente. Ouais. Je dirais que c'est un peu plus brut en hardstyle qu'en électro. T'as quand même... C'est moins smooth. Ouais, exactement, c'est moins smooth. Donc ça, forcément, il a fallu que je m'entraîne aussi. Ouais. Et puis d'ailleurs, j'ai repris des cours après. Ok. Donc j'ai eu un step où j'avais appris les bases. Ouais. Donc je gérais les bases, on va dire. Mais après, j'avais envie quand même de me perfectionner. Donc là, j'ai de nouveau pris des cours avec plusieurs personnes. Okay. Et puis ça m'a aussi permis de... je trouvais trop intéressant d'apprendre avec plein de personnes différentes. Oui. Parce que chacun t'apporte un peu de son expérience et puis chacun mixe d'une manière différente. Ouais. Donc tu peux un peu piocher ce qui te convient, exactement. Ouais. Et ça, vraiment, c'était trop bien. Enfin, ça m'a trop appris. J'ai trop aimé. Ouais. Donc ça, c'était cool. Ouais. Ok. Ouais. Et donc cette première date, elle arrive. Ouais. Hardstyle. Oui. T'ouvrais une soirée, c'est ça? Oui, exactement. Et comment t'as ressenti ce truc? Alors pareil, j'ai eu un stress énorme de nouveau. C'était en France, à Pontarlier. Ok. Et c'était quand même une boîte... c'était une boîte où je sortais parce qu'il y avait souvent des soirées hardstyle. Donc c'était un endroit que je connaissais bien. Donc tu passes vraiment là de festivalier, clubbeur à... Je suis de l'autre côté, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et je me souviens que j'avais vraiment un stress de malade. Il y avait mes potes qui étaient là. Okay. Et en fait, je suis arrivée... Et puis, moi, j'avais aussi un problème avec le fait que tout devait être... millimétré. Ouais, exactement. Donc, en fait, je me souviens très bien que je suis arrivée dans la boîte et je me suis dit, OK. Et en fait, il y avait personne. Du coup, j'étais là, pourquoi il y a personne pour m'accueillir, pour me dire, genre, va... Et ça, au début, c'est vrai que c'était un truc qui était très difficile. Mais première date, un peu, si on n'était pas là, un peu, à me tenir la main puis à me dire, tu peux aller t'installer, tu peux mettre ta clé, tu peux commencer maintenant... j'étais paniquée. Okay. Fallait vraiment que tout soit... cadré. Ouais, comme dans ma tête, quoi. Okay, ouais. Carré... Et c'est vrai que là, je me souviens que je suis arrivée, c'est un peu random, tu sais, quand tu commences la soirée, il y a le barman qui est en train de nettoyer ses verres, puis t'es un peu là, genre, bonjour, je suis la DJ, enfin, c'est ultra stressant. Et je me suis mis aux platines, et puis finalement, les gens, ils ont quand même pas mal tardé à arriver. Okay. Donc en fait, j'ai mixé devant, 15 personnes peut-être, pendant tout mon set, mais j'étais comme ça, enfin vraiment. Et mais finalement, ça s'est très bien passé. Ouais. C'était trop cool. Enfin, c'était trop un moment que j'ai adoré. Et puis voilà. Après, ça m'a lancé sur la suite, quoi. Ouais. Donc ça, c'est ta première date hardstyle. Ouais. Et là, tu te dis, OK, j'ai kiffé ce moment et je continue à fond. Ouais, trop. Quoi. Ouais. La question se posait même pas, je crois. Tu voulais plus revenir en arrière et tout ça, c'est fini. Non, ouais. OK. Ouais. Mais est-ce que tu penses que... Là, on dit, tu vois, t'es passé de festivalier à DJ. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que le fait que tu sortais beaucoup aide dans ta bibliothèque musicale à trouver des tracks ou ce que t'aimais? Oui. Parce que souvent, c'est le problème, tu vois. Oui, c'est vrai. On ne sait pas ce qu'on veut passer, on n'arrive pas à sentir une soirée. Et souvent, les gens, ils ont leur track qu'ils aiment peut-être dans la radio ou à la voiture. Ouais. Mais ce n'est pas la même vibe que dans un festival, dans un club, etc. Non, c'est vrai. Et comment tu construis finalement cette bibliothèque musicale au fur et à mesure? Ouais, je pense qu'effectivement, déjà, il faut aimer la musique. Ouais. Puis quand je sortais, comme j'aimais beaucoup la musique, moi, tous les sons que j'entendais, que je kiffais, je chasamais, j'avais une playlist. Enfin, c'était... Ouais. Puis je vivais avec ces sons. Enfin, vraiment, genre, je sortais du MAD, le lendemain, je réécoutais tous les sons en boucle. 8h le matin. Ah oui, vraiment. Enfin, c'était non-stop, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça aide quand même. Le fait aussi d'être un peu attentif à la musique, d'être attentif au DJ avant que je sois moi-même DJ, tu captes des trucs. Tu l'avais déjà, ce truc? J'ai l'impression que oui. Enfin, ça n'a pas été très dur pour moi de construire un set ou de me dire je mets quoi. C'est vrai que ça, non, c'est pas une question que je me... Enfin, ça vient assez naturellement. Ouais. Je me dis, ça, je kiffe, vas-y, ça va bien avec ça. Ouais, c'est assez fluide. Ça va, ça. Je me prends la tête sur plein de choses, mais pas sur ça. Ok, intéressant. Ouais. Ok, vraiment intéressant. Et du coup, après la suite, le MAD. Oui, donc ça a été dans la foulée, en fait. Ouais. La date que j'ai eue à Pontarlier, en fait, c'était un test. Ok. Du coup, la personne qui m'a bookée, elle avait déjà dans sa ligne de me proposer le MAD, mais ils ont voulu essayer un club plus petit pour voir si ça allait. Et mais ça, moi, j'étais pas du tout au courant. Hein. Ok. Donc pour moi, j'allais à Pontarlier. Ouais, vraiment. Ils m'ont pas prévenu. Et puis, en fait, j'ai fini cette date à Pontarlier. Puis je crois 1 ou 2 semaines après, ce gars, il m'a réécrit puis il m'a dit, est-ce que t'es prête pour la première heure au MAD? Et là, moi, j'étais là, non mais enfin.
Lunaire. Ouais. Lunaire. Tu réalises un peu? Non. Ok. Non. Tu réalises pas du tout? Non, pas du tout. Enfin... C'est le MAD, hein. Ouais, mais moi, c'était mon rêve, parce que c'est là-bas que je sortais avec mes potes. Donc, pour moi, c'était... Avant que je commence à mixer, pour moi, c'était genre... le Graal. C'était le Graal. Ouais. Moi, si j'avais fait ça, j'avais tout fait. Ouais. Puis en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je suis tellement dure, parce qu'en fait, maintenant, du coup, c'est tellement plus haut. T'as tellement élevé tes niveaux voilà. qui ont fait le MAD, du coup, bon, bah voilà. Mes objectifs, ils sont tellement... Mais c'est dingue, parce que j'étais à des kills de... Enfin, pour moi, j'aurais dû travailler 5 ans avant d'avoir le MAD. Ouais. Certains, ils travaillent 20 ans, ils l'ont pas. Exact. Donc, c'est vrai que là, bah, c'est ce dont je te parlais avant, c'est un peu ce truc de... On te donne, en fait, tellement rapide, et toi, t'es même pas prêt à ça. Et là, c'était dur au début, parce que, comme toi, j'avais aussi un peu le syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais pourquoi il me propose le MAD? J'ai mixé 3 fois dans ma vie. Ça n'a pas de sens. Enfin, je vais jamais y arriver. Je suis pas du tout à la hauteur. Je me suis pas du tout assez entraînée. C'est là aussi que ça m'a aussi poussé à prendre des cours. Je me dis, il faut que ça soit parfait. Il faut que je sois une calure, quoi. Enfin, puis là, il y a aussi ce truc de fille. Les gens vont penser que c'est parce que je suis une fille. Du coup, il faut que je travaille beaucoup plus que si j'étais un garçon. Enfin... Il y a vraiment toute cette pression-là. J'étais trop contente. J'étais vraiment genre trop heureuse. Mais du coup, après, il y a toute la pression qui est arrivée. Puis j'ai mis 3 mois pour préparer mon set. Enfin, j'étais prête 3 mois à l'avance. Mais finalement, ça te force à travailler. Ouais, mais trop. Ah non, mais c'était incroyable. En fait, parce que ça m'a donné un coup de feu où je me suis dit, bah là, tu peux pas te planter. Donc, faut vraiment que tu sois prête. Mais c'était incroyable. Enfin, vraiment, genre, meilleur souvenir de ma vie. C'est vrai? Ouais, non, c'était dingue. Et le club, il était plein. Enfin, le MAD, ça se remplit en 2 secondes. J'ai fait l'ouverture, donc je commençais à 11h, puis je finissais à minuit. Mais à minuit, le MAD, il était rempli. Enfin, moi, je me rendais pas compte, parce que j'ai vraiment commencé, il y avait le barman en face de moi. Et genre, je sais pas, 10 minutes après, tu lèves la tête, c'est déjà à moitié plein. C'est impressionnant. Franchement, ça, les soirées hardstyle au MAD, ça se remplissait à une vitesse. C'est fou, Et j'ai une vidéo de mon premier set, la fin. Je mets ma dernière track, il y a tout le monde qui chante. Enfin, franchement, c'était incroyable. Est-ce que tu arrives à... Il y a des clubs, tu arrives plus facilement à le faire, mais à voir le regard des gens? Parce que des fois, tu as vraiment des lights en pleine face. Alors au MAD, oui, j'arrivais vraiment bien à les voir. Et ça, c'était incroyable. Tu avais vraiment tu crées un lien, en fait, entre les gens. Malade. Puis le public du MAD, un délire. Non, vraiment trop bien. Ouais, c'était donc incroyable. Là, super expérience, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, c'est vrai que quand je reparle de ça, je me dis, c'est typique un gig que je serais contente d'avoir aujourd'hui. Et je l'ai eu il y a genre 5 ans. Enfin, du coup, c'est vrai que ça me... Maintenant, de le réexpliquer, ça me fait me dire que, effectivement, des fois, je me rends pas compte de... Est-ce que tu penses que tu l'as assez profité? Non. Non, enfin... Je pense pas que j'étais pas consciente et que je profitais pas sur le moment. Je pense vraiment que je profitais pleinement. Mais si je pouvais en ravoir encore, je voudrais clairement en ravoir encore. C'est assez fou. Enfin, moi, c'est une sensation que j'ai déjà eue où j'ai fait une date qui était incroyable. Mais j'étais tellement terrorisé par c'était mes débuts qu'en fait, je rêverais de l'avoir de nouveau pour pouvoir... je suis trop d'accord. Pour pouvoir encore en profiter plus. Tu vois. Totalement. Je suis trop d'accord. Par exemple, j'ai fait encore une fois, DJ régional, donc Giron, sortie de Covid. Donc, sortie de Covid, les gens étaient chauds. La folie. C'était vraiment la folie. C'était en août 2021. Et puis, oui, je crois que c'était en août 2021, il me semble. Ou 2022. Août 2021 ou août 2022. Sortie de Covid, cantine pleine. Et en fait, la DJ juste après moi, elle avait dit, écoute, on peut changer parce que... donc moi, j'étais prévu entre 1h et 3h, du coup, je clôturais. Ok. Et elle m'a dit, est-ce qu'on peut changer? Parce que je mets un peu plus de hard. Et du coup, moi, j'étais un peu plus dans la big room. Ok. Et je dis, oui, pas de souci. Je dis, bon, de toute façon, je suis le petit du truc, donc c'est pas moi qui change. décide. Vas-y, change. J'ai changé. Et en fait, à 23h... t'as mixé plus tôt. Ouais, j'ai mixé de 23h à 1h30. Ouais. Et de 23h à 1h30, c'était plein. Mais genre, mon Dieu, la cantine pleine. Et j'ai des vidéos, en fait, où tu te dis, waouh, je vis un truc. Et quand je revois ces vidéos, je me dis, est-ce que j'ai vraiment vécu ça? C'était vraiment fou, tu vois. Ah, mais trop. T'as plein de choses, tu vois le regard des gens, tu mets un titanium où t'as toute la cantine qui chante et tu mets un filtre et y a tout le monde qui chante. C'est malade. Ok, c'était incroyable comme moment. Mais est-ce que t'en as vraiment profité comme il se devait 100%. à la hauteur de l'événement que t'as vécu? Bien sûr. Je suis pas sûr. Ouais. Je suis vraiment pas sûr.
C'est pas un regret, mais tu sais que t'es stressé. Donc, ouais, bien sûr, mais en même temps, t'aurais pas pu faire autrement. Non, exactement, tu sais pas. Ouais. T'es dans l'inconnu. C'était le moment là, c'était comme ça, quoi. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus, je me dis, ok, ce moment-là, je prends conscience que c'est génial, tu vois. Ouais. C'est grâce à ces moments où t'as peut-être pas assez profité qu'aujourd'hui, tu conscientises plus. C'est exactement ça. Ouais, totalement. Ouais. Mais c'est fou, du coup. Donc, première date au MAD, et puis après, c'est quoi la suite, du coup? T'as été booké en résidence? Alors après, le MAD, ça m'a apporté quand même une bonne visibilité parce que j'ai tout de suite été résidente. Donc je mixais à toutes les soirées hardstyle. Ok. Et ça, mine de rien, c'est quand même... Enfin voilà, quoi, ton nom, il est au MAD, donc tout le monde se dit, ok, c'est qui ok, elle mixe au MAD. Donc en fait, tout de suite, t'es un peu pris au sérieux, entre guillemets. Ouais. Et puis là, ça m'a vraiment ouvert des portes. Okay. Il y a pas mal de dates du coup qui se sont enchaînées. Du MAD, du coup, découlé du MAD. Ouais, et puis après... je pense. Enfin, c'est vrai que c'est toujours dur de savoir. D'où ça vient. J'ai pas forcément pris l'habitude de demander comment vous me connaissez. Donc je sais pas vraiment d'où ça venait, mais j'imagine bien que c'était quand même grâce au MAD. Et franchement, ouais, ça a en fait lancé un peu ma carrière. Ouais. Et puis ça m'a aussi défini comme DJ hardstyle, parce que ça, c'est un choix que j'avais pris au début aussi. Je me suis quand même posé la question, est-ce que j'ai envie d'être un peu généraliste, donc de faire un peu de tout, parce que voilà, on se dit que si on fait tout, on aura plus de dates, on sera plus vu, mais en même temps, il y a une cohérence que tu n'as pas si tu es généraliste. C'est juste. Hein. Et puis moi, ce que j'avais envie de faire, c'était vraiment plutôt du club en hardstyle, quoi. Donc je pense aussi que cette place de résidente au MAD en hardstyle, ça a défini un la peu, case. DJ hardstyle. Et je refusais tout ce qui était pas hardstyle. Ok. Ouais. Ça, c'est dur de refuser des dates. Hein. Oui, c'est dur. Mais je pense que quand tu t'es fixé une image ou un chemin un peu que tu veux suivre, après, si tu commences à accepter tout n'importe quoi, ça a plus de sens. Ouais. Et puis après, au-delà du fait que ça a pas de sens, moi, ça me plaît pas. Donc moi, on me dit, viens mixer... à la fête du village pour mettre du Claude François, mais plutôt mourir. Enfin, je déteste. Mais ça, c'est marrant que tu le dises parce que t'as justement pas vécu ces débuts. Non. C'est ça qui est fou. Hein. Ouais. Mais que moi, j'avoue, hein, j'ai aussi été un privilégié où j'ai eu la chance de pas choisir mes dates, mais d'avoir des très bonnes dates dès le départ. Ouais. Où moi, ce que je kiffe, c'est vraiment faire du old style, mais de 2000 à 2020. Donc, ça reste quand même avec des connotations assez électro. Oui. Et j'aime pas trop les années 90, 80. Ouais. D'ailleurs, j'étais invité à un guet-apens là, récemment où on m'a dit c'est du old style. Et au message à la directrice, enfin à celle qui organisait, c'était marqué Mathéo Bonvin, donc section old style 80s. Je dis non. Non, on n'avait pas signé pour ça. Non, j'avais pas signé pour ça. Après, l'événement a été annulé pour cause de météo. Ok. Mais donc tu as... J'ai rien fait. J'ai rien fait, j'étais prêt, mais ouais. Okay, je te rejoins complètement sur le fait que oui, il faut pas accepter toutes ces dates compliquées, mais qu'il y a des gens, ils doivent commencer par là en Totalement, fait. Et c'est que nous, on a eu de la chance d'être clairement, oui, super jeune et avoir eu des DJ aussi hyper bienveillants autour de nous. Oui. Moi, je pense à Zano, que tu connais aussi, qui me met un booking au Giron alors qu'il m'a écouté une fois dans un club de Bulle au Mélo, qui appartient à Globule, et tu te dis, ok, c'est génial. Clairement. Il te fait confiance, et en fait, tu crées un écosystème tous ensemble, où je trouve qu'en Suisse, c'est quand même bienveillant. Oui. On a quand même de la chance par rapport à ça. C'est qu'on a un écosystème de DJ où on s'aide un minimum, quoi. On ne va pas se tirer dans les pattes par rapport à ça. Ouais, non, c'est vrai. Donc, vraiment intéressant par rapport à ça. Donc, première date au MAD. Ensuite, tu as plein de dates qui découlent de tout ça. Oui. C'est quoi la suite? C'est après, je pense que un peu les choses marquantes, on va dire, ça a été un peu quand j'ai commencé à faire des dates en France. Ouais. Ça a été grâce à un DJ français, Damien RK, je sais pas si tu connais. Oui. Voilà. Lui, je l'ai rencontré à ma première date à Pontarlier quand il n'y avait personne. Lui, donc la fameuse première date hardstyle. Lui, il était au bar, je me souviens très bien. Et je le connaissais déjà parce que j'avais vu son Insta, je voyais ses vidéos, etc. Ouais. Et j'ai pas remarqué que c'était lui. Et puis, en fait, je finis mon set et je vois que la personne que je voyais qui était accoudée un peu au bar, c'était lui. Et je me suis dit, oh, mon Dieu, il a entendu mon set, c'est terrible, j'espère que ça a été. Ouais. Et en fait, il est venu, lui, vers moi, puis il m'a dit...
c'était incroyable ce que tu as joué. En fait, vraiment, il m'a... Kiffé, quoi. M'a saucé, quoi. Vraiment, il m'a dit c'était incroyable, toutes les tracks que tu as mis, bonne sélection, tu as trop bien mixé, etc. Puis en fait, du coup, on a commencé à discuter. Ouais. Et puis, en fait, depuis ce jour-là, on a créé un peu un lien. Et lui, il me soutient de fou. Ouais. Et il me met souvent sur des dates en France. Et ça, c'est génial, quoi. Enfin, vraiment, ouais, c'est cool, ouais. Franchement, ouais. Donc, je pense qu'après un peu toutes ces dates en Suisse, ça m'a permis aussi de du coup bouger en France. Puis ça m'a fait découvrir un autre public, ça m'a fait rencontrer d'autres gens. C'est incroyable. Et puis après ces dates en France, on je pense, un peu ouvert le spectre un peu international. Et puis après, il y a eu des dates en Allemagne. Et puis voilà, puis après... Et puis ça a commencé, quoi. Et puis ça a commencé, ouais. Et puis on en revient du coup en 2023. Ouais. À l'Electro Beach. Ouais. Où tu en as fait un vlog. Oui, exactement. Comment tu l'as vécu déjà, ce booking à l'Electro Beach? Franchement, c'était... tu l'as appris comment, en fait? Alors, c'est Damien qui m'a appelé, justement. Okay. C'est lui qui faisait la programmation... Artstyle, là-bas. Artstyle, voilà. Ouais. Et il m'a appelé un jour, j'étais au travail. Et il me dit, t'es là le 15 juillet, ou je sais plus si c'était le 15, je crois. Je lui dis oui et tout. Puis il me dit, tu vas mixer à l'Electro Beach. J'étais là, mais quoi? Improbable. C'était un festival que j'avais déjà fait en tant que festivalière, genre peut-être 4-5 ans avant, avec des copines. Ouais. Et il m'a dit ça, mais j'étais abasourdie. Je me suis dit, non mais quoi? Et là, choc, vraiment, et là, le truc. Vraiment, je savais pas trop comment réagir. J'étais là, oh mon Dieu, merci. Tu sais pas comment réagir. Tu t'arrives pas à dire merci assez de fois. Ouais. Pour montrer à quel point ça te fait plaisir. Okay. Puis en même temps, j'étais là... tu te rends pas compte, en fait. Je me disais, mais... l'Electro Beach, quoi, c'est ouf. Clair. Ouais. Et ouais, donc ça, c'était incroyable. Puis après, ce qui a été cool, c'est que... en plus que ce soit une date, ça a été mes vacances avec tous mes potes. Parce que du coup, c'était quand même un peu la grosse date. C'était ma première énorme date. Ouais. Et donc là, il y a plein de mes potes qui ont fait le déplacement pour venir me voir. Oui. C'était un peu l'événement, tu vois. Ouais. Et ma sœur, mon copain, mes potes. Puis du coup, on a loué une villa, on a fait tout le week-end ensemble. C'était... Quand je repense à ça, c'était... C'était fou. C'était un rêve éveillé, quoi. Et du coup, donc, dans ton vlog, on voit t'as séparé en 3 jours. Ouais. Le jour 1 où tu débarques sur le lieu du festival. Exact. Tu réalises que tu vas mixer le lendemain sur cette même scène. Que tu vois du coup en tant que festivalière. Franchement, je sais pas si tu réalises vraiment, mais c'est vrai que le premier soir, en plus, j'étais pas trop stressée. Ok. Je me suis... Là, on est d'accord, t'as toutes tes tracks qui sont faites, ton set, il est oui, bien calé. Sûr. Oui. T'as pas un stress de dernière minute en te disant... Non. Ok. Non, alors là, c'est vrai que moi, en général, je prépare mes sets. Donc, je prépare mes sets en avance. Après, si je vois que ça matche pas avec le public, je change, bien sûr. Mais mon set est toujours... plus ou moins prêt. Okay. Ouais, et là, pour l'Electro Beach, comme c'était une très grosse date, là, il était prêt. Clairement, totalement. Oui. Donc, j'avais pas trop ce stress-là de me dire en fait, quand je voyais peut-être l'ambiance du public, je me disais, en fait, demain, faut pas que je fasse comme ça. Voilà, j'avais défini mon set, je savais que c'était la première heure, donc ça devait rester quand même assez chill. Donc, non, par rapport à ça, j'ai pas eu de stress. Okay. Mais le premier jour, donc c'était plutôt découverte du festival, on arrive, on est là, on profite. Pas de stress. Puis après, par contre, le lendemain, là, c'était... C'est quoi, au réveil? Stress. Alors, pas forcément au réveil, c'était au moment de me préparer. Parce que tu jouais vers quelle heure? À 14h 19h. Ah, 19h. Ouais, le festival ouvrait, je crois, à 18h. Ok. Parce que la main stage, ou à 17h, commençait à 17. Et puis la art stage commençait à 19. Okay. Donc moi, je débutais à 19 jusqu'à 20. Ouais. Et après, moi, il y avait déjà Damien, en fait. Donc, c'était cool parce que lui, il a quand même sa communauté. Il attire des gens avant, quoi. Donc, finalement, il y avait vraiment du monde. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et ouais, donc en fait, le matin, ça a été, on déjeune, etc. Puis après, en fait, vient le moment de se préparer. Ouais. Et en fait, là, je me suis vraiment rendu compte que sous stress, tu peux pas te préparer toute seule. Il fallait que quelqu'un me maquille, quelqu'un me coiffe, parce que je faisais n'importe quoi. J'étais tellement en train de penser à ce qui allait se passer que j'étais pas du tout concentrée. Et puis après, moi, j'ai aussi un problème là, mais je suis en train de travailler dessus. C'est que quand je mixe à une date importante comme ça, faut que tout soit parfait. Donc, je veux le make-up que j'avais imaginé, je veux la coupe que j'avais imaginée, je veux que pas avoir un lâcher prise. C'est terrible, quoi. Alors qu'en soi, profite. Ouais. Mais ça, mais je travaille dessus parce que c'est
c'est chiant en fait, parce que en fait, c'est chiant pour toi. Ça te nique certains moments, vraiment. Pense, et là, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Enfin, ma soeur, elle me faisait mes cheveux, j'étais limite en train de chialer. Il y avait mon copain et un autre de mes potes qui sont partis faire tous les magasins du monde pour me trouver un adaptateur, parce que j'avais pas pris l'adaptateur pour mon chargeur d'ordi, pour être sûr de bien refaire mon set, etc. Enfin bref. Donc 1000 stress en même temps. Après, je me maquille, il n'y a rien qui va. Enfin bref, vraiment, il n'y avait rien calé, quoi. C'était le stress. Et puis après, finalement, je finis de me préparer. On part. Du coup, c'est un de mes potes et mon copain qui m'ont amené sur place. Les autres, ils sont restés à la villa parce que je suis allée bien 2 heures avant pour avoir le temps d'être tranquille, d'aller faire les tests et tout. Et puis après, on arrive sur place avec mon copain. Et puis moi, ça me rassure en fait d'arriver, de me dire ok, tout va bien, les gens sont au courant que je suis là. Donc je suis arrivée sur la scène, il y avait le stage manager hyper sympa, il m'a dit tu peux tester, tu peux mettre ta clé. Enfin, on a fait les tests ensemble. Mais vraiment, c'était incroyable. Puis de monter sur scène quand il y avait personne, c'était aussi tu te familiarises avec la scène, tu dis ok, c'est grand comme ça, je vois les gens. Tu vois les platines. Voilà, tu dis ok, c'est bon, ma clé elle marche, c'est bon, ça m'enlève déjà un stress. J'ai vu l'endroit, les gens sont sympas, tout va bien. Et ça m'a beaucoup rassurée. Donc ça m'a vraiment mis dans de hyper bonnes conditions. Là, mon stress, il est redescendu d'un coup. Puis après, j'ai eu 1 heure pour un peu faire le tour du festival, boire un petit truc, enfin vraiment me mettre... faire le petit topo avec mon copain. On fait un live Insta à telle heure, on va faire comme ci, comme ça, les photos, les vidéos. Et puis après, c'était parti, quoi. Et franchement, j'ai eu un stress beaucoup avant, mais du moment que j'étais sur place, comme j'ai vu que tout se passait bien, ça a été. Ouais. Et puis ton copain, il réagit comment face à Axel ou Lalou qui est en train de stresser comme ça? Alors il me connaît, donc il sait que c'est un peu normal. Mais là, récemment, c'est lui qui m'a dit... un jour, j'étais stressée, avant de venir au Festival d'Aqaban, quand on s'est vu. Oui, j'étais stressée parce que il y avait le Festival d'Aqaban, il y avait Zurich ensuite, donc c'était quand même un gros week-end. Et je suis rentrée chez moi, puis exactement la même situation qu'à Electro Beach, rien n'allait. Donc la coupe allait pas, le make-up allait pas, il y avait rien, j'arrivais rien à me mettre. Ça fait une story le matin. Mais oui. La veille, non, mais bien sûr. Au fond du bac. Exactement, oui. Je me suis filmée en disant aujourd'hui, j'aime pas ma tête. Voilà, d'ailleurs, ça a créé une catastrophe. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'être négatif sur les réseaux sociaux. C'est vrai, Et en fait, j'ai mis cette story où je disais que j'aimais pas ma tête, mais que j'annonçais mes dates, etc. Et en fait, je m'attendais pas, mais les gens, ils ont vraiment réagi assez fortement à ces stories. Puis ils m'ont dit, mais ça va. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, t'es trop belle. Bon, alors c'était trop chou, j'ai eu une vague d'amour de non, t'es trop belle, etc. Enfin, adorable. Trop content de ta commu, quoi. Voilà. Mais après, ça m'a quand même étonnée et je me suis quand même fait cette réflexion, genre, mais en fait, les gens paniquent quand tu dis que t'aimes pas ta tête, alors qu'en fait, c'est juste normal. Enfin, tout le monde, un jour, aime pas sa tête. Et je leur répondais, merci, c'est trop chou de t'inquiéter, mais ça va, juste, j'aime pas ma tête, c'est pas grave. C'est vraiment pas la mort. Et en fait, j'essayais juste de normaliser ça, de mettre un peu du réel sur les réseaux sociaux, parce que souvent, forcément, on se filme quand on est toute prête, toute belle, toute jolie, mais on montre pas tout le stress qu'on a eu avant, qu'on a pleuré 3 fois parce qu'il y avait rien qui allait. Et en fait, j'avais juste simplement envie de dire, aujourd'hui, je m'aime pas trop, mais c'est pas grave, c'est ok. Et ça fait partie de mon travail de un peu lâcher prise et puis de se dire que pas tout n'est parfait. Et voilà. Mais du coup, donc j'étais très stressée. Puis là, en fait, il m'a dit, mais en fait, c'est impressionnant parce que tu te réjouis toujours de tes dates. T'es trop contente d'avoir des dates. Puis quand t'en as, tu stresses et tu fais des crises où tu pleures et puis il n'y a rien qui va. Puis quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment fait l'effet d'un... Enfin, vraiment, j'étais là, ok, il a trop raison. Enfin, je suis pas en train de profiter de mon moment alors qu'on va passer un super week-end. Enfin, on va à Fribourg. Le lendemain, on part à Zurich. Enfin, c'est génial. C'est que des trucs incroyables. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai réalisé, j'étais là, ok, là, maintenant, arrête. Enfin, tu te maquilles, chill. Tu te fais une coiffure, chill. Et puis, tout va bien se passer. Profite de ton moment. Et ça m'aide beaucoup parce que du coup, des fois, il arrive un peu à dire la phrase qui dit, je suis là, ok, c'est vrai, il a raison. Mais c'est marrant parce que le fait de... Tu te réjouis toujours de tes dates, mais quand ça arrive, t'es stressé. J'ai exactement la même chose. C'est quand t'as une date qui est annoncée, tu dis « Ah, c'est incroyable, j'ai mixé devant ça, c'est génial et tout. » T'es trop content. Et quand t'arrives le jour J, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce truc? Je suis débile ou je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller. Exact. Je suis pas bien, j'ai pas mangé. Et après, tu te dis « En fait, t'as de la chance parce que
peux vraiment mixer toi. Mais c'est ça. Et puis surtout, que ce qui est terrible, c'est que tu finis la journée, tu te dis, c'était incroyable. Enfin, moi, à chaque fois, je me dis, j'ai trop aimé. Quand je repense à ça, c'est des souvenirs en or dans ma tête. Je me dis, c'était incroyable, on avait fait ça, on avait été en week-end là et tout. Puis en fait, après, tu te foires ce moment. Complètement ce que tu avais eu avant. Ouais. Donc mais du coup, c'est horrible parce que c'est un cercle où du coup, la prochaine fois, c'est la même chose. Et c'est la même chose, t'apprends pas tes erreurs. Tu n'apprends pas. Non, vraiment pas alors. Et là, c'est vrai que quand il m'a dit ça, mon copain, je me suis dit, ok, maintenant, fais un effort là-dessus, profite quoi. Enfin, arrête de te prendre la tête pour tes cheveux, ton maquillage, tout ne doit pas être parfait. Même si ton mix n'est pas parfait, c'est pas grave. Kiffe, profite de ton moment, t'as la chance de faire ça. Donc, ouais. Mais c'est marrant que tu parles du Festival de la Cabane, parce que je trouve que ce festival-là, il remet. J'en ai parlé à plusieurs reprises après ce festival où je me suis dit, c'est fou parce que ce festival, il te rend humain. Ouais. Ah, mais j'adore ce genre. Moi, j'ai débarqué là. Donc, moi, j'étais à 21h ou 21h, je crois. Et en fait, t'es accueilli incroyablement bien, vraiment comme des rois. Ils sont super gentils. Tu peux discuter avec eux. Ouais. C'est tout petit. Oui. Et en même temps, c'est tellement familial que c'était tellement agréable d'être derrière ensuite. T'as l'impression que c'était une colonie de vacances. Ah, mais c'était la famille, quoi. C'était la famille, tu vois. On était derrière tous les DJ. Chacun passait à son tour. On discutait. On était hyper bien accueillis. Les organisateurs venaient. C'était vraiment cool. C'était trop bien. Ouais. Et justement, ça enlève tout ce stress de... Oui. Ah, t'as une perf à faire. Et est-ce que tu vas être aimé ou pas? Ouais, en fait, on s'en fiche là-bas. Ouais. Ah, mais tellement. Ils t'ont booké parce qu'ils ont apprécié une fois ce que tu as fait. Exactement. Et du coup, il faut que tu fasses ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire. Ouais. Et ça, c'est fou. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que des fois, on se met la pression avec des grosses dates et tout. Puis en fait, quand tu vas dans des dates comme ça, tu te dis, mais trop bien. Ouais, c'est que du kiff. Franchement, c'est pas de, pas de stress. Enfin, un petit stress quand même, mais. Mais t'as pas ce gros truc de boulot au ventre. T'as pas de pression, non, en fait. Vraiment pas. T'as pas de pression. C'est exactement ça. On te met pas la pression. C'est ça. On te met pas la pression. Parce que la pression, tu l'as. Parce que tu dois faire du bon travail. Hein, c'est parti. Ouais. Mais t'as pas ce... Ah, est-ce qu'on va m'aimer? Mais en fait, non. Ils vont tous t'aimer. Ils t'ont booké parce qu'ils ont aimé ce que t'as fait une fois. Donc, pourquoi ils t'aimeraient pas? Totalement. Et ça, c'est hyper agréable d'avoir des festivals comme ça. Vraiment. Ouais. Donc là, tu as fait tes dates un peu à l'étranger. Ouais. Tu as l'Electro Beach Festival. C'était en 2023. 2024, tu as la Sonic en Suisse. Ouais. Donc tu as domicile là. Oui. C'est quand même un des plus gros festivals hard. Ouais. Et qui a, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a bientôt 20 ans ce festival. Plus 30. Je crois que c'est la 33e année. 30, je sais plus, mais dans les 30. Ouais. Ça, c'est fou. Donc. Ouais, c'est dingue. Donc c'est vraiment un historique de festival. Ouais. Tu l'as appris comment et comment ça s'est fait du coup? Alors, je l'ai appris. En fait, c'est Hannibal Events qui organise l'événement. Et c'est eux qui ont organisé l'after de la street. Ok. Donc, en fait, quand ils m'ont contacté pour la street, j'ai dit oui. Ouais. Et puis, en fait, dans la foulée, donc, ils m'ont demandé... T'étais sur le char. Hein, ouais, exactement. Non. J'étais pas sur le char. Ça, c'est... Enfin, il y a tout le monde qui confond. Okay. Les vidéos que j'ai mis et les photos que j'ai mis sur le char, c'était à la Lake Parade à Genève. Ah, ok. Ouais, ça, c'était organisé par Bunker Hard Bass. Okay. C'est une organisation de Genève. Ouais. Et puis, la Street Parade, c'était l'after à côté du Hallenstadion, dans une grande halle industrielle. Ouais. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Ouais. Et les personnes qui m'ont contacté pour la street, quand j'ai accepté le booking, en fait, ils m'ont demandé si j'étais dispo le 2 novembre. J'ai dit oui, puis ils m'ont dit alors du coup on te met sur la Sonic. Et là... Donc c'était vraiment sans introduction, c'était comme ça. Ok, est-ce que t'es là le 2 novembre pour la Sonic? Et j'étais là oui, ok, bon ben voilà. Cool. Donc j'ai eu un peu 2 bookings en un. Ouais. Enfin, 2 bookings en un. Mais ça, de nouveaux messages, je réalise pas. T'arrives pas encore à conscientiser non, pas du 60 jours à la Sonic? Pas du tout. Mais c'est horrible à dire aussi, hein, mais je me rends pas compte. En fait, dans ma tête, je suis tellement en train de me dire qu'il faut que je fasse des trucs de fou que limite, je me dis, ok, c'est cool, mais il faut que je fasse plus. Okay. Et ça, de nouveau, c'est vraiment ça, je dois travailler dessus. T'arrives à apprécier oui, alors, totalement. Et à te dire, je suis fier de toi, je suis fier de moi. Bien sûr. Oui. Non, j'arrive, mais c'est vrai que, en fait, il y a cette partie où je conscientise et je suis trop heureuse de ce que j'ai, mais il y a une partie un peu d'ambition, mais des fois, c'est un peu de l'ambition qui est vraiment trop poussée et ça en vient à être difficile, enfin à être dur avec moi-même et à me dire tu dois faire plus. Mais ça, c'est un peu l'engrenage. Je pense que on est beaucoup à toujours avoir envie de faire plus, et ça, c'est aussi un truc que je dois. Surtout que c'est parce que bon, aujourd'hui, tu travailles dans la communication. Ouais.
Mais à terme, donc, t'aimerais devenir DJ. Oui, j'aimerais bien. Donc, il y a un objectif qui est que ça doit passer par ça, finalement. Ouais, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que des fois, de trop se mettre la pression puis d'avoir des objectifs tellement énormes, c'est pas bon. Enfin, c'est très bien d'être ambitieuse et puis de vouloir avoir plus. Mais ouais, il faut se contenter aussi de ce qu'on a puis se rendre compte de la chance qu'on a parce que c'est juste... Enfin, la Sonic, c'est dingue. C'est fou. En Suisse, je pense que c'était un de mes objectifs en Suisse, quoi. Donc, waouh, enfin... Non, j'ai trop hâte. Ouais. Ça va être incroyable. Et tu passes à quelle heure, du coup ? Alors, je sais pas encore. Okay. Le line-up n'a pas encore été fait. Okay. Donc, on verra. Mystère, ouais. mais dans tous les cas, que ce soit... C'est la Sonic. C'est la Sonic, quoi. Ouais. Donc, je vais adorer ce moment, je sais. Ouais. Okay. Et donc, tu parlais d'ambition. T'es une festivalière de Tomorrowland. Oui. Tu penses une fois de se dire un jour, je serai en Belgique ? Forcément que c'est dans un petit coin de ma tête. Et franchement, j'espère trop. Okay. Là, ce serait vraiment... là, je crois que le jour où j'ai fait ça... En fait, je dis ça, mais quand j'aurai fait ça, je vais me dire... faudrait faire plus. Justement, pourquoi il y a... Comme ça, c'est noté. Tu as une vidéo où tu leur as dit... C'est ancré. Et c'est ancré. Est-ce que pour toi, il y a plus haut que TML ? En tant que festivalier et en tant que, du coup, DJ ? Alors, en tant que festivalier, pour moi, c'est le meilleur festival au monde. Rien ne détrônera Tomorrowland. Il y a la Defcon pour les... Ouais, mais pour avoir fait les deux et étant fan de hard, j'ai préféré Tomorrowland. Je sais que tous les fans de hard vont me détester. Mais pour moi, Tomorrowland, c'est... C'est fou. Non, mais j'ai pas les mots. Ouais. C'est une expérience de malade. L'organisation est folle. Quand tu arrives là-bas, t'es avec... pour moi, c'est vraiment une bulle. Quand tu rentres, alors, c'est tous les festivals comme ça. Mais je sais pas, je suis pas d'accord. Alors, Tomorrowland, il y a un truc. T'as l'impression qu'il y a des gens qui t'accueillent. Oui. Enfin, que genre, c'est une famille qui t'attend. Oui. Et quand t'es là, il y a tout le monde qui est tellement heureux d'être là. Mais en même temps, c'est tellement le Graal Tomorrowland pour le monde entier. Mais même pas que pour les DJ, là, pour les festivaliers pour aussi. Tout le monde. Vraiment, non, mais vraiment. Et quand les gens sont là, ils ont tellement payé cher déjà. Ils ont voyagé la plupart des heures et des heures pour arriver là. Du coup, les gens, ils profitent à 10 000 % et ça se ressent. Ouais. Et tous les gens qui sont là, donc les gens qui travaillent, qui ramassent les poubelles, ils sont trop heureux d'être là. Enfin, tout le monde est good vibes au bar, ils dansent. En fait, c'est tellement bien organisé que tout le monde a le temps de profiter. Oui. Et ça se ressent tellement. C'est tellement quali. Et je pourrais passer des heures à parler de ça, donc je vais me calmer. Mais non, pour moi, rien ne détrônera Tomorrowland. En termes de beauté aussi, Defcon, c'est magnifique, mais c'est brut. Ouais. C'est plutôt un peu Weekend Warrior, quoi. Donc, grave. Il y a de la terre. On y va. Les scènes, elles sont magnifiques. Et franchement, Defcon, c'est un festival qui est incroyable. Hein. Ouais. Mais Tomorrowland, je sais pas, moi, ça me parle. C'est plus ma vibe. C'est vrai. C'est un peu le Disneyland. Ouais. Moi, je me sens enfant là-bas. Ouais. Et... Ouais, c'est vrai que t'avais fait le Belgium Day. C'est quoi Donc, Tomorrowland, soit tu arrives le mercredi ou le jeudi. Ah, c'est les jours avant pour découvrir... Non, alors non, j'ai jamais fait. Moi, j'ai débarqué le mercredi à Bruxelles. C'était en 2019, donc c'était les livres. Ouais, trop beau. Vraiment cool, ouais. Et donc, on a débarqué le mercredi à Bruxelles, hôtel à Bruxelles. Et le soir, on est allé au Delirium avec tous les festivaliers, du coup. Incroyable. C'est là que tu découvres un peu la vibe et tu te dis, OK, ça commence à devenir un autre monde. Ouais. T'avais sur cette place à Bruxelles que des festivaliers, tous des drapeaux de Tomorrowland. Le lendemain, t'as une journée où tu visites un peu la ville à Antwerp, je crois. T'as 2 endroits. Et puis, il y avait ça m'a toujours marqué, il y avait un DJ dans une église. Ok. Mais genre, incroyable. Tu débarques dans une église et t'as un DJ, des danseurs en bas. Et tu dis, OK, c'est incroyable le truc. Et après, la soirée du camping, où... Dans tous les festivals que j'avais fait dans ma vie, la scène était plus grande à la scène du camping qu'à tous les autres festivals. Oui, c'est ouf. Et la line-up est incroyable. T'as du Afrojack, t'as du WW. J'avais Mandy qui ouvrait. Tu te dis, waouh, c'est incroyable. Ouais. Et l'arrivée sur le festival, c'est fou, quoi. Ah, c'est... Le matin, tu débarques, t'as des petits gâteaux. T'as une pomme avec Tomorrowland noté dessus. C'est malade. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est une expérience, qui vaut cher, faut se le dire. Mais ça vaut 6 fois pour moi. En termes d'expérience, une fois dans sa vie, il faut le faire. Oui, totalement. Ouais. Et du coup, en tant que DJ... Alors, en tant que DJ, oui, c'est mon rêve. Okay. Je pense que le jour où je suis programmée à Tomorrowland, franchement, je sais pas ce que j'aurais envie de plus. Ok. Ouais, c'est vraiment le... C'est vraiment le truc où tu dis, c'est fou, quoi. Oui, totalement. Et en fait, peu importe l'horaire, là, on est d'accord.
Alors oui, là, peu importe là, peu importe l'endroit, même si c'est dans les toilettes. La rave cave, là. Ouais, exactement, mais non, c'est fou. Okay. Fou. Ouais, là, ça serait vraiment incroyable. Ouais. Et en termes d'autres festivals, une Defcon ou il y a l'Ultra aussi qui est en train de bien monter un peu partout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à tous ces festivals et la place du hard, du coup, qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, finalement, dans tout ça? Defcon, forcément, c'est la référence. C'est le festival hard. Là, d'ailleurs, il y a quand même un peu un mouvement qui fait un peu peur, c'est que Q-Dance commence à je sais pas si tu as vu, mais à annuler à arrêter plein de festivals. Donc là, par exemple, la Climax, ça fait des années que ça existe. C'est la dernière édition cette année. Les scènes Q-Dance, elles commencent à disparaître. Donc il n'y a plus de scène Q-Dance à Tomorrowland, il n'y a plus de scène Q-Dance à Mysteryland. Donc c'est vraiment en train de disparaître. Il y a aussi eu la dernière édition de Continent cette année. Ok, ça je savais pas. Voilà, donc Q-Dance c'est vraiment en train de... il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout le monde se demande un peu qu'est-ce qui va se passer. Alors il y a des théories qui disent qu'ils se concentrent sur Defcon. J'espère que c'est vrai, puis qu'ils vont pas disparaître. Donc c'est chaud d'un côté. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je vois que le hard... J'ai l'impression, après je sais pas si c'est pas je suis dans le milieu, mais j'ai l'impression que le hard prend de plus en plus de place. À Tomorrowland, il y a quand même une scène hard, il y a quand même pas mal de DJ hard qui sont là-bas. Il y a une chier de hardstyle sur la main stage, on va pas se mentir. C'est étonnant, quand j'ai été, à chaque fois, les sets, tu regardes par exemple déjà Timmy Trumpet, tous ces sets, c'est 80% c'est du hardstyle, ça passe sur la main stage. Dimitri Vegas et Like Mike, maintenant, j'ai l'impression qu'ils mettent plus que ça. Enfin voilà, donc dans ce sens-là, j'ai quand même l'impression que le hard prend une place quand même assez importante. C'est vrai qu'on avait cette bonne vibe de Garrix de 2017 à 2020, où c'était très lent, c'était très commercial. C'est bien passé ça quand même. Et c'était vraiment cool. Et aujourd'hui, il y a eu le retour de Hardwell qui a amené de la hard tech, où là c'était vraiment assez impressionnant le switch qu'il a fait. Et de plus en plus, il y a ce mouvement tech qui est arrivé. Je pense que c'est dû aux réseaux sociaux. TikTok. Totalement. Clairement, quand tu vois que Bennett, il a explosé juste pour un remix, tu dis, ok, bon, c'est un engouement autour de la tech. Je ne sais pas si c'est éphémère ou si réellement ça va rester ce mouvement-là. Parce qu'en fait, on a l'impression que les gens découvrent Amélie Lenz et Charlotte DeWitt, mais ça fait 15 ans qu'ils sont là. Alors pour la techno, c'est sûr que là, c'est la tendance du moment, quoi. C'est la mode, c'est techno, art techno. Donc je pense que ça, c'est vraiment une mode. Pour moi, le hardstyle, c'est pas une mode. C'est plutôt quelque chose qui... Enfin, pour moi, le hardstyle, c'est vraiment un style à part entière qui essaye pas d'être hype ou à la mode. Et j'ai pas le sentiment que c'est une mode. Contrairement à la hard techno ou à la techno en général, ça vraiment, pour moi, c'est vraiment genre une grosse mode. C'est bien sûr un style à part entière, mais aujourd'hui, il est à la mode. Et ça le rend un peu moins attachant, je trouve. Oui. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Plus tendance à se... c'est Bob Sinclair qui avait fait une vidéo là-dessus où il a été mixé à Ibiza. En Grèce, là. Oui, en Grèce, t'as raison. En Grèce. Et il fait une vidéo le lendemain de sa soirée. Donc, il y a la Afro House qui est à fond et du coup, lui est plein dans la house et très content, je pense. Mais il se dit, il n'avait rien. Il n'y avait pas de sentiment, pas d'émotion dans son set. Les gens, ils sortaient leur téléphone et ils étaient juste en train de filmer le set et ils profitaient rien de la soirée. Je pense que le hardstyle est protégé de ça. De plus en plus parce que les gens vivent le festival et c'est un style, franchement, comme tu dis, qui est à part entière, où les gens vivent la musique et il n'y a pas ce côté téléphone qui est là. Ça vraiment, je le ressens de ouf. Alors bien sûr que je pense que les gens filment, etc. Oui, bien sûr. Mais moi, quand je mixe, j'ai jamais vu... Enfin, c'est très rare que je voie des téléphones... tous, en tout cas. Enfin, il y a bien sûr quelques personnes qui filment. Bien sûr, mais c'est... Il n'y a pas ça, alors que tu regardes, là, ce qui est marquant, c'est les soirées Afterlife, Anima, donc, les visuels d'Anima. Là, sur la vidéo, limite, tu ne regardes pas le visuel d'Anima, tu regardes le nombre de téléphones allumés comme ça, c'est horrible. Et d'ailleurs, à Ibiza, ils ont interdit les téléphones à ces soirées, interdit. C'est sans téléphone, donc les gens ne sont pas censés utiliser leur téléphone, ce que je trouve très bien, mais je trouve vénère qu'on en arrive à là, quoi. C'est fou. De dire genre téléphone interdit. Mais c'est vrai que vu que c'est un style à la mode, les gens filment, ils se disent ça va faire des vues sur TikTok, faut que les gens voient que j'étais là.
Ouais, c'est fou. Et ça, c'est vrai que ça, il y a pas ça dans le hardstyle. Ouais. J'ai un super bon pote qui est parti voir La Défense, là, le Anima, je crois. Ouais. Et il m'a dit, c'est terrible, mais il n'y avait aucune ambiance. Ouais. Parce qu'en fait, c'était que des gens qui avaient vu la seule musique d'Anima, où on connaît très bien le visuel et tout ce qui va derrière. C'est ça, c'est que ça, en fait, ça amène du public qui a rien à voir. Qui est pas du tout. En fait, c'est juste des gens qui sont sur TikTok et qui du coup sont contaminés un peu par cette musique, mais c'est pas foncièrement des gens qui écoutent de la techno ou ça devient des gens qui écoutent de la techno grâce à TikTok. Mais en fait, ça, c'est juste qu'il y a. C'est passager après, du coup. Ouais, c'est vraiment éphémère, quoi. Alors que j'ai l'impression que dans la hard music, vu que c'est plus de niche quand même, puis que c'est plus difficile à écouter, et que c'est du coup un peu protégé de cet effet de mode, bah, y a que les vrais qui viennent. Enfin, pour moi, quand on va à une soirée hard, c'est la famille, quoi. C'est la famille. Je sais pas comment dire, il y a une ambiance. Ouais. Les gens, ils sont là parce qu'ils kiffent le son et c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça met une ambiance de fou. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a, dans l'hardstyle, il y a plusieurs styles. Toi, tu fais de l'euphorique. Alors, j'ai commencé à faire de l'euphorique. Aujourd'hui, je me définirais plutôt comme plutôt hardstyle mainstream. Mais après, des fois, je mets aussi un peu de raw. Mais je suis beaucoup plus dans la mélodie. Est-ce qu'il y a un truc qui te dit, c'est une vibe? Pourquoi tu as choisi justement cette mélodie-là? Alors, parce que j'aime quand même ce qui est doux. Enfin, j'aime ce qui tape. Mais tu viens d'électro EDM quand même. Ouais, mais c'est ça. Mais il faut qu'il y ait de la mélodie. Parce que sinon, moi, ça me parle pas. Donc oui, j'ai toujours ces influences électro. Moi, l'EDM, c'est quelque chose que j'adorerais toujours. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Tomorrowland. C'est que aller voir des Martin Garrix, j'adore, quoi. WW, j'adore. Et ça, j'ai besoin quand même de ce côté mélodie. Et c'est tout simplement en fait pour ça que ça a défini ce style en hardstyle. Il faut que ça ait de la mélodie pour que ça me parle et faut qu'il y ait des paroles, faut que quelqu'un chante. C'est vrai que aujourd'hui dans le hard, ce qui est à la mode, c'est beaucoup l'extra raw, l'up tempo, vraiment il y a pas de mélodie, plus en fait. Et ça, moi, au bout d'un moment, les gens ils me perdent. J'aime bien parce que ça me fait rire. Au bout un petit moment ou une track dans un set, mais des sets entiers, non. On me perd totalement quand c'est trop hard. Ça marche. Mais du coup, là, dans le hardstyle, il y a beaucoup donc, de remix qui se fait de musique très connue, soit de l'EDM, soit même de la chanson française ou autre. Oui. On y ajoute des mélodies. Est-ce que pour toi, il y a des musiques qui sont intouchables? Alors, t'as pas le droit d'y toucher, parce que vraiment, il y a une culture derrière. Moi, je suis pas trop fan des remixes, par exemple, à la Datwikaz. Ouais, justement. Ils font pas mal de remixes de chansons connues. Moi, j'ai quand même de la peine avec ça. Alors, je suis pas totalement contre parce que je pense qu'il y a des musiques vraiment cool à remixer. Mais en général, j'aime pas trop les remixes de chansons connues. Ouais, je suis pas fan. Et effectivement, je pense qu'il y a des musiques qui sont un peu intouchables. Ouais, j'arriverai pas trop à dire lesquelles, mais... Il y a Mathieu Cos, un DJ Afro House, là, qui a sorti un remix de Céline Dion. Et il y a plein de gens dans les commentaires qui disaient intouchable. Pas possible. Pas possible, quoi. On touche pas à une culture comme ça. Ouais, clairement. Donc voilà, il y a toujours ce truc de... On sait jamais si on va aller... Je pense que des fois, ça marche, mais... Ouais. Après, du coup, ça revient sur ce qu'on disait avant. Hein. Remixer des chansons très connues comme ça, ça ouvre aussi la porte à... alors, c'est chouette parce que ça on va dire, démocratise le style. Oui. Donc, forcément, aujourd'hui, s'il y a des musiques hard sur Tomorrowland, c'est pas un hasard. Et puis, c'est aussi grâce à des remixes comme ça, du coup, qui ouvrent un peu le spectre et puis qui permettent à certaines personnes qui connaissent pas de découvrir le style en se disant « Ah, en fait, c'est cool ». Mais après, ça ouvre aussi la porte à un truc très populaire, très commercial, qui ressemble pas beaucoup au hardstyle, je trouve. C'est pour ça que je suis pas fan. Par exemple, tu dis ça ouvre le style. Moi, je suis rentré dans le hardstyle purement consommateur. Je mixe rarement du hardstyle à titre privé. Mais je suis rentré via Headhunters. Oui. Toi, il y a quel artiste qui t'a fait rentrer dans le hardstyle? Kun. Ouais, tu connais? Superman. Oui. Alors, c'était pas cette track, c'était Faye, celle qu'il a fait pour sa fille, qui m'a un peu lancé là-dedans. Et puis, je l'ai écouté pendant... Bien longtemps. Ouais, vraiment longtemps. J'écoute encore toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui, il fait moins de choses que j'aime.
Donc puis j'ai découvert 1000 autres artistes. Plein d'autres artistes qui sont hyper talentueux, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est vraiment lui qui m'a fait kiffer. Qui t'a fait rentrer dans ce secteur-là et après, t'as pu naviguer dedans. Ouais. Ok. Et donc là, on parlait de remix, on parlait de prod aussi. Oui. T'as sorti 4 tracks. Ouais. C'est juste, exactement. Oui. 4 tracks. D'où était venu en fait ce côté production? Parce qu'il y a réellement une chose qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il y a des DJ et vraiment il y a des DJ avec tout ce qui est producteur à côté, où ils ont peut-être des idées, il y a des gens qui travaillent ensemble, vraiment comme ça se fait dans la musique traditionnelle, hein, une Céline Dion ou c'est Jean-Jacques Goldman qui écrit une musique, bah, c'est le même principe. Ouais. Taylor Swift qui a écrit pour Calvin Harris, ça se fait aussi. Dans la prod, dans l'électro, il y a ces ghost producteurs, il y a un DJ, c'est un performeur sur scène, et il y a le producteur qui est plutôt en mode un peu geek, oui, tu sais, un geek nerd dans son studio. Totalement. Exactement, qui veut absolument pas savoir ce qui se passe ailleurs, et lui, il est pas du tout dans son environnement d'être devant la scène. C'est le cas d'Avicii qui en parlait dans son reportage, où lui, son kiff, c'était clairement juste de mixer, enfin de produire, d'être en studio, et c'était une angoisse d'être sur scène. Toi, tu commences à faire les deux. Comment ça t'est venu déjà de vouloir produire? C'est vrai que quand tu mixes à plein d'endroits, tu commences un peu à te dire ok, bon, c'est cool, mais ce serait encore plus cool de pouvoir créer son propre style, enfin sa propre identité. Et puis je me disais aussi, les gens ils aiment ce que je fais, mais il n'y a pas vraiment d'identité propre. Enfin, les gens ils viennent d'écouter, mais je mets pas du tout des sons, enfin je mets des sons que n'importe qui pourrait mettre. Donc en fait ça te rend un peu pas lambda, mais parce que t'as quand même ton c'est ce qui différencie un DJ et un DJ international qui exactement. Va créer c'est vrai que sans aucune prod, c'est très difficile de continuer de grandir en fait, puis d'améliorer un peu sa carrière. Et c'est vrai que au bout d'un moment, je me suis dit maintenant si je veux continuer, et puis si un jour je voudrais faire ça de ma vie, c'est un passage obligatoire, les prods. Ça permet vraiment de créer sa patte. Et puis moi, je trouvais trop intéressant aussi de découvrir qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que j'aime dans telle ou telle musique, parce que ça, c'est toute une recherche aussi. Avant de commencer, tu dois te dire, ok, ça, j'aime. Parce que après, il faut aussi faire la différence entre ce que tu aimes et ce que tu veux vraiment faire. Alors, pas forcément ce qui va plaire, mais il y a des... Par exemple, je sais que souvent, quand je m'inspire pour créer une track, je me dis, ok, ça, j'aime, mais tu peux pas mettre tout ce que t'aimes dans une track. Donc, il y a des choses que t'aimes, mais qui sont pas vraiment... possibles là-dedans. Ouais, ou qui sont pas dans ton identité, et que tu dois laisser de côté. Et ça, c'est dur, je pense. Ouais, c'est difficile, parce que t'auras envie de tout mettre ce que t'aimes, quoi, de prendre le panel de tout ce que tu écoutes et de tout ce que tu kiffes, mais tu dois choisir. Et... Mais ça pose plein de questions qui sont super intéressantes. Enfin, j'ai dû écouter des morceaux en me disant, ok, ça, c'est un son que j'aime. Pourquoi est-ce que j'aime ce son? Du coup, comment le reproduire? Enfin, c'est ultra riche. Tu bosses avec FL Studio ou Ableton? FL Studio. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu... Moi, j'en ai fait, mais vraiment que pour le plaisir. Ouais. Je faisais de la prog. Ouais. C'est un peu ce que j'adore, moi, à titre privé, parce qu'il y a une montée, c'est mélodique, j'adore tout ce qui est mélodique aussi. À fond. Nicky Romero, c'était un plus grand kiff d'aller le voir en live. Et est-ce que tu as déjà eu ce moment où tu as fait une prog la veille, tu es hyper fier de toi, et tu te lèves à 9h le lendemain? C'est dégueulasse. C'est horrible. Oui, totalement. Et surtout, je me souviens qu'au début, quand je faisais vraiment mes débuts sur FL Studio, je regardais des tutos et j'étais là, mais c'est une blague. Et je me souviens avoir suivi un tuto où vraiment je me suis dit, en vrai, oui, ça va être cool. Enfin, ça va être stylé, tu sais. Et puis en fait, tu finis le tuto au bout de une journée. En fait, t'es là, mais non, mais ça n'a pas de sens ce que je viens de faire. Enfin, c'est nul à chier, quoi. C'est un monde, hein. La production, c'est vraiment... Comment t'arrives moi, je le visualise. Je sais pas s'il a changé depuis, mais t'as vraiment cette page blanche avec ta timeline et rien. Ouais, et rien, totalement rien. T'as peut-être des kicks que t'as enregistrés sur la gauche, des sons que t'as été chercher sur Splice pendant des heures et que t'as jamais réussi à classer parce que c'est galère. Par quoi tu commences, tu dis? C'est quoi ton inspiration? Le truc que je cherche en premier, c'est le vocal.
Ok. Parce que pour moi, c'est... comme j'ai dit avant, moi, je suis quand même assez fan de tout ce qui est quand même très mélodique, avec des paroles. C'est ça qui me parle. Okay. Et pour moi, une track, elle commence avec un bon vocal. Ah, donc tu construis ta musique autour du vocal. Ouais. C'est assez rare. Hein. Ouais. Souvent, les gens, ils construisent avec un lead. Oui. Et après, ils ajoutent le vocal. Non, alors donc moi, c'est vraiment le vocal. Ouais. Okay. Et vraiment, ça peut me prendre des semaines de trouver vraiment le vocal. Et je trouve que c'est difficile. Ouais. Je travaille pas forcément avec des vocalistes parce que ça coûte très cher. Et puis, c'est vrai qu'au début, tu te dis un peu, voilà, c'est au-delà de mon budget. J'aimerais trop parce que du coup, ce serait exactement ce que je veux. Mais je me laisse ça pour plus tard. Et puis, faire ta propre voix. Moi, chanter? Ah non. Non, alors oui, il y a un côté chanter, mais il y a aussi le côté où tu peux de la pitcher, tu peux vraiment ajuster. Ouais, alors. T'as pensé? Non, non, parce que franchement, je crois que c'est pas trop mon kiff. Ok. J'ai fait ça avec une amie dans mon dernier son Aventure, mais elle parle. Oui. Donc il y a pas besoin d'avoir ce. Enfin, je pense qu'il y a quand même pour chanter, il faut quand même avoir une jolie voix. Enfin, sinon ça n'a pas de sens. Je préfère clairement leur acheter un vocal. Okay. Mais là, en fait, le son Aventure que je viens de sortir. Oui. C'est une amie à moi. Enfin, en fait, je m'étais un peu dit, j'aimerais bien faire un truc justement où j'achète pas le vocal parce que tu trouves jamais vraiment pile ce que tu veux. Ouais. Donc là, je m'étais dit, allez, ça pourrait être cool. Ça fait un truc encore plus personnel et ça apporte grave un truc. Puis du coup, je commence un peu à réfléchir et je me dis, ok, qui c'est qui a une voix cool? Parce que je connais aucun chanteur ou chanteuse. Enfin là, en vrai, oui, je connais des chanteurs, mais des chanteuses, je connais pas. Et j'avais vraiment envie d'une voix féminine. Donc je me suis dit, peut-être que parler simplement, ça suffit. Mm-hmm. Parce que des fois, j'aime bien ces tracks où justement, il y a une fille qui parle, juste sans chanter. Okay. Et puis je me dis, mais bien sûr, en fait, c'est la sœur d'une copine à moi. Et il me dit, mais elle a une voix de fou. Ça parfait. Ah, mais vraiment, j'ai vraiment pensé à elle. Et du coup, je lui ai écrit, puis on a fait Aventure, quoi. Okay. Et ça, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je pense que c'est ma meilleure track. Ouais. C'est pas forcément du tout celle qui a le plus d'écoute ou qui a été signée sur je trouve et je trouve que c'est celle qui me ressemble le plus. Okay. Et j'ai eu des bons retours sur celle-là vraiment où les gens ils sentent un truc. Ouais. Et pour les gens du coup qui font ça dans leur chant, je pense qu'ils ont peut-être 500 tracks qui ont jamais été sortis. Ouais. Il y en a beaucoup toi où tu te dis ça me plaît pas et je laisse de côté. Ouais. Ou ce projet-là, il est bien, mais en fait, finalement, ça me ressemble plus du tout. Comment tu te dis, quelle est la bonne, finalement, que je vais sortir? Ça m'arrive de pas être convaincue d'un projet, puis de me dire, ok, je fais quoi? Est-ce que continue pas? Et souvent, en fait, au lieu de laisser tomber, je me dis plutôt, on retravaille dessus, quoi. Okay. On réfléchit à qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que ça me plaît pas vraiment. Ouais. Et en fait, du coup, je réimagine un peu le truc où je me dis, ok, là, sur cette partie-là, ça va pas, ça joue pas, ça me ressemble pas, voilà. Je suis plutôt à retravailler plutôt que vraiment de dire, non, tant pis, on laisse tomber. Okay. Ouais. Ah, donc tu retravaillerais tes tracks au lieu de... en fait, quand ça ne matche pas, je me dis, faut faire en sorte que ça matche. Okay, donc, trouver des alternatives, changer ce qui ne me plaît pas, et pour arriver à un résultat qui me plaît. Ouais. Okay. Ouais. Tu as des tracks là qui sont en cours? Alors là, j'ai 2 tracks qui sont terminés. Okay. Et j'attends de les... Enfin, c'est 2 tracks, alors pas forcément différentes de ce que je fais d'habitude. Ça reste quand même dans ma ligne. Ouais. Mais... c'est des tracks qui ont été réfléchis, on va dire, plutôt pour fitter certains labels. Okay. Voilà, donc là, j'attends la réponse de ces labels-là. Okay. Et du coup, j'ai un peu mis en stand-by... j'attends vraiment la réponse de ces labels pour voir un peu le retour, comprendre... exactement. Okay. C'est tout un travail aussi qui est compliqué, c'est qu'en plus de savoir... en plus de créer de la musique qui te plaît à toi, des fois, il faut que ça plaise aussi aux autres. Au label, et ça, c'est vraiment un casse-tête chinois, quoi, parce que le plus important, c'est que ça te plaise à toi. Enfin, moi, je suis de cet avis. Oui, moi aussi, Et mais après, en même temps, est-ce que si ça te plaît à toi, mais que ça fait pas beaucoup d'écoute, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'il faut certaines fois faire un peu une concession, puis se dire, ça me plaît énormément comme ça,
Mais peut-être que si je bouge un tout petit peu le curseur, ça appelait un peu plus de monde. Okay. Ouais. Donc, c'est de trouver un peu cet équilibre qui reste quand même dans tes valeurs, parce que moi, je veux vraiment pas faire quelque chose que j'aime pas pour plaire au label. C'est vraiment pas l'idée. Mais c'est d'essayer un peu de trouver la bonne combinaison de choses qui fera que ça te plaît à toi à fond, ça plaît aux autres, ça plaît au label. Enfin, voilà. Ouais. Mais ça, je pense que ça prendra des années pour trouver vraiment... Mais justement, pour pas dénaturer tout ça, on dit toujours aussi qu'un DJ, il y a une bonne partie marketing. Et ça, c'est un fait. Malheureusement, tu as des super DJ aujourd'hui et des super producteurs qui sont inconnus parce qu'ils ne savent pas manier les réseaux sociaux ou autres. Ouais. Comment tu marketes tes tracks aujourd'hui ? Parce qu'il y a les labels qui vont les pousser un peu en fonction de ça plaît ou ça plaît pas. Oui. Mais au-delà de ça, il y a quand même une réelle stratégie derrière à adopter pour marketer ta musique. Et toi, comment tu fais ? Alors, je t'avoue que j'ai pas genre une énorme... Non, mais... un énorme plan, comme. Okay. Mais ce que je fais, c'est que quand j'ai sorti ma première track, j'ai noté toutes les playlists qu'il avait ajoutées. Okay. Donc, les playlists, t'as pas mal d'écoutes. Oui. Et du coup, je note. Donc, je me suis fait un peu une petite liste sur mon téléphone. Et puis, chaque nouvelle track que je ressors, j'écris à ces mêmes playlists. Puis à chaque fois, du coup, il y en a de celles qui se rajoutent. Avec plus je sors de son, plus il y a des playlists qui se rajoutent. Et du coup, ça me fait en fait une liste que je garde. Et puis en fait, dès qu'un son sort, je vais écrire à ces playlists. Okay. Voici mon nouveau son, etc. Ouais, exactement. Okay. Après, je pourrais faire plus, hein, mais c'est vrai que c'est assez difficile. J'ai un peu de la peine avec ce marketing un peu agressif d'écrire à tout le monde, d'envoyer un message privé à tout le monde, genre ma nouvelle track est dehors. C'est horrible. J'ai de la peine avec ça, donc je le fais pas. Mais de nouveau, c'est aussi un peu un équilibre à trouver entre ce que toi, tu es d'accord de faire, mais ce que tu as envie aussi de faire pour que la track soit vue et écoutée. Mais après, sinon, c'est beaucoup de promos sur les réseaux sociaux. Ouais. Les labels la poussent un peu. Moi, j'essaie d'écrire au plus de playlists à des DJ que je connais qui ont des grosses playlists. Et ça m'aide pas mal. Franchement, ça m'apporte pas mal d'écoutes. Donc, c'est cool. Ouais, c'est clair. Ouais. J'ai vu que tu étais sur Spotify environ 2000 écoutes. Ça, c'est fou quand même. Hein. Ouais, franchement, j'ai jamais imaginé ça. Ouais. Déjà, de me retrouver sur Spotify, c'était déjà dingue. J'étais là, c'est trop ouf. C'est trop ouf. C'est clair. Mais ouais, non, c'est cool. Okay. Franchement, je suis très contente. Je suis ultra contente des rendus des tracks. Enfin, plus je les écoute et plus je me dis, purée, mais ça passe, c'est moi. Enfin, ça me ressemble, ça me plaît, quoi. Ouais. Donc ça, je suis ultra contente. C'est fou, ça. Et ça motive pour continuer aussi. Ouais. Et puis, du coup, sur ces réseaux sociaux, pour justement faire ta promotion, parce que ça fait partie aussi du métier de DJ, du coup, d'être présent sur les réseaux sociaux. Dans ce dernier podcast que tu avais fait, tu as aussi parlé de ce problème, en fait, de ces réseaux sociaux où c'est presque toxique dans certaines choses. Ouais. Aujourd'hui, comment tu l'abordes et comment tu voudrais l'aborder ces peut-être 5-10 prochaines années qui vont arriver ? Ouais. Alors, je sais que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose de nécessaire pour faire sa com. Ouais. Après, ce que je trouve difficile là-dedans, c'est qu'on a tendance à beaucoup se comparer. Oui. Et puis, moi, je sens que je me perds un peu parce que je m'inspire beaucoup de ce que je vois. Okay. Mais en même temps, je me dis, mais c'est... Ouais, enfin, des fois, quand je vois certains comptes ou quand je vois certaines publications, je me dis toujours « Ah, j'ai pas fait ça, moi, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse plus, je suis pas assez présente sur les réseaux, je fais pas assez ci, je fais pas assez ça. » Enfin, en fait, on se compare mais tout le temps, quoi. Ouais. Et ça, je pense, c'est mauvais. C'est pas du tout productif. Et ce qui est aussi compliqué, c'est qu'on a tendance, du coup, à s'inspirer beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, c'est bien. Oui. Mais après, je pense que des fois, ça nous pousse peut-être à se dire je dois être comme cette personne. Ouais. Sinon, je vais pas y arriver. Okay. Et moi, des fois, ça m'éloigne de ce que je suis réellement. Okay. Donc, des fois, j'ai des moments où je dois me dire « Ok, mais non, en fait, tu dois pas être comme cette personne, ni comme cette personne. Tu dois être toi. » Donc, si aujourd'hui, t'as pas envie de poster, tu postes pas. Et c'est pas grave, le monde va pas s'arrêter de tourner. Et des fois, en fait, il faut juste se dire « Les gens, ils vont t'aimer pour ce que tu es. » Si t'es pas quelqu'un qui poste beaucoup, alors je pense qu'il faut quand même poster pour être visible, etc. Oui. Mais... moi, je sais que, par exemple, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Ista. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est une DJ hardcore. Okay. Et en fait, je l'ai connue je l'ai connue juste avant le Covid, ou pendant le Covid. Et à ce moment-là, elle avait
sa petite communauté, enfin voilà, mais elle était petite, quoi. assez petite. Ouais. Et là, aujourd'hui, elle fait les main stages de Master of Hardcore. Elle a explosé. Et j'ai souvent contact avec elle. Elle est ultra... elle m'aide beaucoup. Elle me donne beaucoup de conseils. Ouais. Et c'est incroyable. Et du coup, en fait, j'ai tendance à regarder ce qu'elle fait et à m'inspirer et à penser que je dois être... Parce qu'elle est vraiment en com, c'est un monstre. Elle est tellement forte. Et des fois, je me dis, je dois être comme ça. Ouais. Sinon, ça ne marchera pas. Okay. Puis du coup, en fait, non, c'est pas du tout ça que je dois être. Enfin, moi, je dois être moi. Je dois faire ce que j'aime, ce que je peux, ce que j'ai envie de faire. Et c'est difficile. C'est pas facile, parce que quand tu vois des gens, puis en fait, moi, là, souvent, je m'inspire d'elle parce que finalement, je l'ai vue monter d'un coup comme ça. Donc je me dis... C'est la recette, quoi. C'est ça. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de recette. Non, pas du tout. Parce qu'il y a d'autres gens qui auront percé d'une autre manière. Et puis pas tout le monde a la même manière de travailler. Pas tout le monde a des percées pareilles. Je sais que ça, c'est vraiment un truc qui arrive quasi jamais. Donc ça montre aussi qu'il y a plein de chemins, qu'il n'y a pas un bon chemin. Ouais, c'est juste que chacun, en fait, a sa propre recette pour réussir. Déjà, réussir, ça n'a pas le même... pas la même signification pour tout le monde. Donc ouais, en fait, c'est ça qui est difficile, je trouve, avec les réseaux sociaux. Moi, des fois, je me perds et vraiment, je sens que... Ouais, il faut avoir quand même une sacrée discipline et puis une sacrée confiance en soi. Il faut avoir plein d'outils, en fait, pour que le réseau social, finalement, ne devienne pas nocif. Ouais. Parce que ça peut vite arriver. Ce qui est compliqué dans ton monde à toi, c'est que ça fait partie entièrement de ta com. Mm-hmm. Et en fait, tu peux vraiment pas y passer autrement. Ouais. Parce que pour avoir des dates, il faut être visible. Bien sûr. Puis pour être visible, il faut avoir une jolie vidéo. Puis pour avoir une jolie vidéo, il faut avoir des dates. Clairement. Du coup, c'est un cercle se tourne vraiment totalement. Horrible. Ouais. Et du coup, le peu de dates que tu as qui sont vraiment trop cool, c'est un budget d'investir dans un vidéaste, etc. Tu as envie de les sortir tout de suite, donc tu sors tout d'un coup. Oui. Mais en fait, peut-être que tu aurais peut-être dû échelonner un peu plus, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est... Et tu as cette excitation et ce cercle de qu'est-ce que je fais juste ou qu'est-ce que je fais faux. Mm-hmm. Donc ça, vraiment, c'est compliqué, mais je comprends complètement le fait que tu dois trouver finalement la propre identité que tu veux amener. Et finalement, c'est toi qui décides de ce que tu veux poster ou ce que tu veux pas poster. Totalement. S'ils veulent te voir, ils ont checké les dates. Etc. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres exemples. Là, j'ai cité Ista. Mais par exemple, si je pense à Damien Arca, dont je te parlais avant, lui, bien sûr qu'il a percé aussi. Pas de la même manière qu'Ista. Enfin, il n'a pas pris le même chemin. Ouais. Mais pour moi, il a percé également. Exact. Mais rien à voir. Ouais. Ils ont rien à voir, les deux. Enfin, lui, par exemple, il n'est pas du tout autant présent sur les réseaux sociaux. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des dates tous les week-ends. Donc finalement, c'est aussi ça qui montre que... oui, il y a des manières... il y a une manière que des fois, toi, tu as l'impression que tu dois suivre. Ouais. Mais en fait, il y en a tellement d'autres. Et ça aide à se dire, OK, en fait, il n'y a pas de bonne recette. Fais ta recette à toi. Trouve ta patte, ce que tu aimes faire, ton originalité. Mais c'est difficile de se poser ces questions-là. Parce que franchement, qu'est-ce que vraiment j'aime faire ? Souvent, je me prends la tête. Je me dis, OK, faudrait que je crée du contenu. Mais qu'est-ce qui me fait réellement plaisir de filmer ? Parce que j'ai pas envie de créer du contenu pour créer du contenu. Ouais. Donc, c'est des questions... Et puis... Un truc que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut arrêter de se demander qu'est-ce qui va marcher. Ouais. Et plutôt se dire qu'est-ce que j'aime faire. Clairement. Parce que j'ai pas envie d'enregistrer une vidéo parce que je pense que ça va marcher. Je préfère enregistrer une vidéo puis me dire j'ai trop kiffé ce que je fais. Ouais. Et là, du coup, je le partage. Et c'est vraiment plus cette manière que j'ai envie de... c'est plus partager. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que quand tu fais les choses pour que ça marche pas. Je pense, parce que du coup, t'es pas vraiment vrai et tu fais pas vraiment ce que tu as envie de faire. Ouais, je comprends. Ouais. Et ça, c'est un peu la pression que les réseaux sociaux mettent. Enfin, je trouve que souvent, du coup, on peut se perdre un peu là-dedans puis se dire, il faut que ça marche, il faut que j'ai des vues sur TikTok. Mm-hmm. Et c'est dur de résister à ça, puis de rester, en fait, dans sa zone, puis de se dire... Ouais, il faut qu'il y ait un plaisir de partager quelque chose. C'est ça. Moi, je dis toujours à mes clients dans l'agence, il faut que vous apportiez quelque chose de réel aux gens. Oui. Si c'est juste créer du contenu et copier ce que l'autre a fait, c'est inutile. Ouais, par contre, il faut créer vraiment quelque chose pour
pour apporter de la valeur, pour aider. Ça peut être dans une niche particulière, ça peut être de la motivation, ça peut être du DJ. Ouais. Toi, ça peut être partager une partie de ta prod, mais c'est parce que tu as kiffé faire cette prod. C'est ça. Et c'est comme, tu vois, par exemple, le vlog d'Electro Beach, je t'en parlais avant. Ça m'a pris 20 heures, je pense, pour filmer, monter, etc. C'est clair. Et j'ai genre 1000 vues dessus. Mais je m'en fous. J'ai adoré faire ça. Enfin, genre, pour moi, c'est un souvenir qui reste. Enfin, vraiment. Donc, ça, typique, c'est un truc que j'ai trop de plaisir à faire. Okay. Les vlogs, j'adore faire. Ouais, c'est trop cool. Donc ça, je sais que voilà, je fais. J'ai pas beaucoup de vues, mais je m'en fous. Enfin, c'est un truc que j'adore. Ouais. Donc voilà. Ouais. C'est un truc. Moi, j'ai commencé à vlogger voyage depuis 2 ans, et c'est un truc où à la base, je voulais le faire parce que je voulais partager à ta famille ce que tu as vécu, et pas juste par des photos. Oui. Et genre, tu lis l'émotion sur la vidéo, etc. Et c'est ça, en fait. Ça fait un souvenir à vie, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Après, si d'autres gens veulent les voir, c'est en ligne. Tant mieux, c'est cool. Ouais. Mais c'est vraiment pas ça qui va définir. Clairement. Il faut que je fasse ça pour que ça fasse des vues et tout ça. C'est vraiment pas le but. C'est clair. Ouais. Et du coup, là, tu as la Sonic qui arrive. Oui. Et après, c'est quoi la suite ? Alors, après la Sonic, j'ai rien de prévu pour l'instant. Okay. Donc, on verra ce qui m'arrive dessus. Ouais. Et là, j'attends du coup la réponse des labels aussi pour les tracks. Donc, du moment que j'aurai ces réponses-là, je continuerai sur d'autres tracks. Okay. Et puis voilà. Ok. Ouais. Donc, on peut te suivre où, du coup ? Alors, partout. Okay. Sur Insta, sur Facebook, Spotify, SoundCloud. Tu repostes des trucs TikTok. sur SoundCloud ? Quelques-uns, ouais. Okay. Oui, ouais. Mais je suis pas très très active. En fait, je publie mes mix, mes remixes, etc. Mais sinon, pas très active dessus, j'avoue. Mais donc oui, sur tous mes réseaux, sur Instagram, il y a mon Linktree où il y a tous mes réseaux. Okay. Donc, voilà. Il y a YouTube aussi. Donc un peu partout. T'as des lives YouTube qui sont prévus, Non, ça te kifferait j'ai jamais fait de un... live YouTube, mais là récemment j'ai enregistré un set. J'ai participé au concours pour mixer sur la main stage de Defcon. Okay. Puis là il fallait justement se filmer pendant 30 minutes en train d'enregistrer un set. Donc j'ai fait un petit setup chez moi. J'ai un petit balcon avec la vue sur le lac. Ouais. Donc franchement j'ai adoré faire ça. Enfin, c'était vraiment cool. Donc ça m'a un peu donné l'idée, puis ça m'a un peu donné envie de peut-être enregistrer des live sets comme ça. Ouais. Donc peut-être pourquoi pas un live sur YouTube à voir. Ok. Ouais, ça peut être cool. Bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir su. Ouais. Merci beaucoup. Moi aussi, c'était vraiment chouette. Tu sais combien de temps on a fait ? Non. Presque 2 heures. Ah ouais ? C'est passé vite. Hein. Pas du tout. J'aurais dit 1h. 11h40. Ok. Merci d'être venu. C'était vraiment un plaisir d'avoir merci à toi de m'avoir invité. Tout ça aujourd'hui avec toi. Cool. Suivez-la sur les réseaux sociaux, vraiment c'est hyper important, soutenez-la. Et ça coûte rien. Ça coûte rien surtout. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain podcast. Merci beaucoup.